Eh bien, bonsoir à tous. Alors, je ne vais pas dire si nombreux ce soir, parce que la concurrence du foot est assez sévère, mais on attend peut-être des retardataires. Bonsoir à tous. Donc, pour cette dernière séance de la saison 8 de l'Université populaire d'Issy-les-Moulineaux, au semestre 1, on a fait, pour ceux qui s'en souviennent, un semestre sur la science avec Yann Mambrini, qu'on a eu grand plaisir à accueillir. Et ce soir, pour cette séance, j'ai eu le plaisir de recevoir mon ami Alexandre Latreuil du magazine La Fragale Culturelle. Et la thématique de cette rencontre, alors bien sûr on va parler, on va dialoguer, mais vous êtes invités à prendre la parole tant que vous le voulez et comme vous le voulez, c'est être journaliste culturel aujourd'hui, en partenariat avec le magazine La Fragale Culturelle. Et je vais dire un mot sur ce magazine, et puis sur finalement ce qui m'a amené à rencontrer Alexandre. Il y a quelques années, j'ai publié un livre qui s'appelait Le portefeuille des philosophes, aux éditions Le Passeur, sur le rapport des philosophes à l'argent. Et à un moment, mon attaché de presse me dit « Ah oui, tiens, il y a le magazine La Fringale Culturelle qui voudrait t'interviewer. » Donc j'ai dit « Bah oui, très bien, effectivement. » Et voilà, donc j'ai rencontré Alexandre, Christophe Mangel, dont on va reparler, qui est le fondateur du magazine. Et j'ai eu le droit à un shooting photo, j'ai été très bien traité, donc j'étais ravi. Parce que voilà, quand on est un auteur, pas forcément avec une immense notoriété, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. On a gardé un petit contact. Et puis, un an et demi après, Alexandre me dit « Mais est-ce que ça t'intéresserait d'avoir une chronique dans notre magazine ?» Donc j'ai accepté avec grand plaisir. Et donc maintenant, depuis 4 ans, j'ai l'honneur et le bonheur d'avoir un bloc-notes dans ce magazine bimestriel sur abonnement, où je peux parler de tout ce que je veux. Et donc voilà, à partir de là, c'est une relation d'amitié avec Alexandre depuis toutes ces années. Et tu as eu l'honneur d'interviewer Anna Faris. Voilà, et j'ai même pu interviewer Anna Faris, effectivement, vous pouvez aller voir sur Instagram, là on a mis les vidéos, l'actrice de Scary Movie. C'était un grand moment où Alexandre me dit, je commence direct par une anecdote. On doit faire une interview avec Anna Faris, mais je ne suis pas hyper sûr de mon anglais, est-ce que tu veux y aller? Je lui dis oui, enfin d'accord, je parle assez bien anglais, mais bon, quand même, interviewer une actrice hollywoodienne et tout, bon, j'étais quand même un petit peu impressionné, mais j'avais jamais fait d'interview en anglais, donc je commence direct par une actrice hollywoodienne. En plus, dans un cadre de promo, on a 10 minutes, effectivement, il ne faut pas dire « Can you repeat please, I didn't understand », d'accord, il faut quand même être, voilà, bon. Et finalement, ça faisait longtemps que je n'avais pas été stressé comme ça, peut-être depuis l'oral de l'agrégation, d'avoir une petite boule au ventre. Enfin, j'avais vraiment bossé mes questions et tout, mais je devais être quand même hyper concentré. Puis écoute, ça s'est très bien passé, puis c'était vraiment un super souvenir. Et là, les vidéos de l'interview viennent d'être mises en ligne sur Instagram. Alors, on va repartir du début, et donc on va parler de toi pour commencer, parce que les gens ne connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené vers la presse culturelle et en particulier vers la Fragale Culturelle? Alors, Alexandre Latreuil, comme vous l'aurez deviné, rédacteur en chef. Qu'est-ce qui m'a amené vers la Fragale Culturelle? Je vais commencer par cette question. C'est simplement une rencontre. Et en fait, la Fragale Culturelle, c'est des rencontres culturelles. Moi, j'ai rencontré le fondateur du magazine. Alors, vous allez rigoler. On s'est rencontrés pendant le confinement sur Facebook. Voilà. Et on ne pouvait pas faire plus spontané, plus naturel. Et comme lui s'ennuyait et que moi, je m'ennuyais aussi, on a commencé à discuter, à parler de tout, de culture, de livres. Et peu à peu, en fait, s'est noué une amitié. Et puis, le premier jour du déconfinement, le 11 mai 2020 précisément, on s'est rencontrés. Les bars étaient fermés, donc on s'est rencontrés sur les quais de Seine. Voilà. On ne pouvait pas faire plus joli comme rencontre. Et puis là, ce jour-là, on a encore plus discuté. Puis il m'a dit, écoute, malgré le confinement, là j'ai un numéro d'été à faire. On a 1 mois pour le faire. Tu as quelques notions d'écriture, tu as quelques notions de journalisme. Pour être tout à fait franc, je ne suis pas diplômé en journalisme. Je suis passé par des études d'histoire de l'art. J'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai fait 2-3 petits jobs assez sympathiques, dont un dans un musée. Et en fait, je lui ai dit, écoute, moi je suis au chômage depuis maintenant le Covid, puisque j'étais embauché en CDD dans un musée. Et à ce moment-là, en fait, j'ai perdu mon emploi. Et il n'était pas question qu'on me reprenne, parce que les musées étaient fermés, etc. Enfin, vous connaissez tout ce qui s'est passé.
Et en fait, j'ai dit, tu sais quoi, moi je suis au chômage, donc j'ai bien envie en fait de te suivre dans l'aventure. Je précise bien ça. Pourquoi ? Parce que c'était un média qui venait de vivre un numéro qui était passé à la trappe à cause du confinement, puisque les abonnés n'avaient jamais pu recevoir le numéro 6. Le numéro 6 est sorti le 12 mars 2020. Donc on ne pouvait pas faire plus compliqué pour après envoyer des magazines, etc., puisque tout fermait. Le week-end du 14 mars, tout a fermé. Et donc du coup, j'ai dit, écoute, tu lances un magazine depuis 2019. Le magazine existe depuis 2019, mai 2019, première édition. Un an après, tu as le Covid. C'est comme ça, c'est la vie. Moi, je suis au chômage, on se rencontre, on s'apprécie. Testons et tentons l'expérience. Et depuis, je suis là. Et j'ai monté en grade et aujourd'hui, je suis carrément embauché au sein du média. Donc j'ai envie de vous dire que c'est une très très belle histoire. Voilà, c'est une histoire de rencontre, un peu comme celle avec Henri. Ah oui, effectivement, on a l'impression que c'est beaucoup de rencontres, la fringale culturelle. Oui. Ça pourrait presque être la devise du magazine. En rencontrant la culture, je ne sais pas comment on pourrait dire. Je dirais le magazine des rencontres culturelles, tout simplement. C'est une devise un peu facile, j'avoue. C'est un peu facile. Il y a quelque chose comme ça quand même. Oui, parce que en fait, l'important, c'est de rencontrer une personne à travers son projet culturel. Donc, quand je dis projet culturel, on parle d'édition, on parle d'exposition. En fait, je reçois tout type d'artistes de tout domaine confondu. Donc, du photographe au comédien, au musicien, à l'acteur, etc. Et après, se noue effectivement, c'est une rencontre. Se noue un lien, en fait, durant le jeu de questions-réponses. Se noue un nous, justement. Comme dirait Régis Debray. Et alors justement, tu as parlé du numéro, toi tu as dit que tu es arrivé à peu près vers le numéro 6. Alors ce magazine, donc au départ, il était fondé par Christophe Mongel. Oui. Tu peux rappeler comment il est apparu, effectivement, comment il a eu cette idée Alors c'est une très 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 longue histoire, parce qu'en fait elle remonte à 2007 précisément, et même elle remonte à l'adolescence de Christophe Mongel, qui est le fondateur. Christophe a toujours été passionné de magazines, il les collectionnait. Au bureau, on a énormément de magazines d'anciens qui n'existent plus, parce que Christophe a toujours aimé ça. Au collège d'ailleurs, ou je crois que c'est au collège, oui c'est au collège, où il a même tenu le petit magazine du collège. Donc à l'époque, il était même connu dans son collège, dans le 94. Et en fait, il s'amusait, il interviewait des amis qui étaient musiciens, etc. Ou même des camarades de classe, ou d'autres classes aussi, enfin voilà. Il a toujours aimé ça, il a toujours dit qu'il voulait faire ça de sa vie. Alors c'est un joli rêve, c'est aussi compliqué pour y parvenir. Monter son propre magazine dans une époque où les magazines sont, paradoxalement, on va en parler après, sont nombreux mais sont aussi limités, parce que les magazines papier se vendent de moins en moins aussi, il faut quand même être sincère. En fait, c'est un sacré pari pour Christophe, mais par la suite, il a eu un accident de la vie, donc petit storytelling sans pathos. Christophe a eu 8 ans de cancer entre l'âge de 20 et 28 ans. Et le nom La Fringale culturelle, en fait, est né de ces moments où il était à l'hôpital, ballotté de chimio en chimio. Il a eu 5 cancers. Et il a écrit un livre en 2000. Alors attendez, je reprends les dates, en janvier 2008 précisément. Et donc quand il était en rémission, pour de bon cette fois-ci. Et il a écrit en fait un livre où il parlait de son combat. Le livre s'appelait Tellement peur, il était paru chez O Édition à l'époque, qui est aujourd'hui XO Édition. Et en fait, de là, il s'est dit, tiens, j'ai une porte d'entrée dans le milieu de l'édition. Il a adoré son expérience d'écrivain, le livre s'est plutôt bien vendu à l'époque. Et excuse-moi, je te coupe, mais il faut rappeler qu'il avait été interviewé par Thierry Ardisson aussi. Pour la sortie de son livre, mais il avait fait 7 à 8 en fait. Et il avait fait effectivement Thierry Ardisson, Salut les Terriens un peu plus tard, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne Arditude, sur YouTube, la chaîne où il y a toutes les émissions de Thierry Ardisson. Sur le plateau, je crois qu'il y avait même Anne Roumanoff et Yvan Attal à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a rencontré Yvan Attal et Anne Roumanoff. Parce que Christophe, c'est un peu, entre guillemets, un miraculé, quand même. Finir avec son 5e cancer, c'était le cancer des poumons, le poumon droit. Et à l'hôpital, on lui a dit,
non mais là c'est foutu en fait. Clairement au bout de 8 ans c'est foutu. Et ben lui il avait toujours cet appétit, cette fringale. Et à l'hôpital on lui a dit vous avez deux solutions. Soit on teste un protocole qui a jamais été testé avant, vous allez devenir cobaye, soit vous risquez la mort. Dans les deux cas, à vous de voir. On lui a pas vraiment laissé le choix pour être honnête, donc il a dit je teste le protocole. Et en fait, il a survécu. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce protocole est utilisé pour des... Alors, avec des ajustements, évidemment, mais utilisé pour des traitements contre le cancer. Et en fait, de là, il s'est dit, j'écris le livre. Il a été repéré par Philippe Robinet à l'époque, qui est aujourd'hui le PDG de Kalman Levy, qui a publié, entre autres, Guillaume Musso, enfin, d'autres écrivains, mais je dis Guillaume Musso parce que c'est un peu plus connu. Et puis, en fait... Petit à petit, quand il est rentré dans le milieu de l'édition, il a eu, c'était le début, c'était en 2007, 2008, 2009, donc c'était un peu les débuts, si vous voulez, de Facebook et les débuts de YouTube, avec notamment Dailymotion à l'époque aussi. Et en fait, il a eu l'idée, avec sa petite caméra, de me faire des vidéos. Et ces vidéos, au début, s'appelaient la fringale littéraire, parce que tout tournait autour du livre. Ce qui est un point important chez nous, c'est qu'on donne beaucoup d'espace aux auteurs, autrices, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous parce que le livre est très important. Tout simplement pour une raison, parce que du livre, on peut en faire une pièce de théâtre, du livre, on peut en faire un scénario pour un film. Donc le livre, c'est un espace d'imaginaire, de narration qui est vraiment riche et exceptionnel, qui est très large. Et c'est passionnant de rencontrer des auteurs aussi, parce que les auteurs, généralement, ils sont intarissables, hein, ils adorent parler, ils ont des propos quand même extrêmement intelligents, il faut quand même peu importe les auteurs par ailleurs. On parlait avant de Guillaume Musso, mais Guillaume Musso en interview, il est très intéressant aussi, Amélie Nothomb, Marc Lévy, etc. Je dis ça exprès parce que souvent on a tendance à réduire cette littérature à de la littérature de gare, alors qu'en fait, ça reste quand même des auteurs, peu importe finalement ce qu'ils écrivent et quel genre ils écrivent. Et donc de là est née la chaîne YouTube La Fringale Littéraire, qui existe encore. Alors elle n'est pas du tout mise à jour, hein, donc si vous allez la voir, vous allez tomber sur des vidéos d'il y a maintenant plus de 10 ans, même 15 ans. Et puis après est né un magazine numérique qui était en accès libre sur la plateforme Issue. Et puis petit à petit, il a eu des personnes sur donc les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, qui disaient mais ça serait bien d'avoir un vrai magazine. Et là en fait est née l'idée, en mettant de l'argent de côté pendant quelques années quand même, de lancer ça, La Fringale Culturelle, le magazine, parce que petit à petit, c'était plus la fringale littéraire, mais c'était la fringale culturelle, puisque des auteurs, il a ouvert aux comédiens, aux acteurs, parce que dès que vous entrez dans un réseau, vous avez toujours une autre personne, on revient aux rencontres, qui vous ouvre un autre réseau, parce que ce sont des réseaux, hein, donc à un moment donné, tu vois, je te disais, Anne Roumanoff par exemple. Anne Roumanoff, ça a été une des premières à venir chez lui. Alors, c'était pas la fringale littéraire, c'était après la fringale du spectacle. Ouais. Et ça a été une des premières. Pourquoi ? Parce qu'il l'avait rencontrée sur cette émission télé, Thierry Ardisson. Oui, et qu'il avait juste gardé contact avec elle. Et parce que vous avez deux types de personnes. Vous avez celles qui arrivent et qui ont un peu peur, finalement, quand ils voient Anne Roumanoff ou Yvan Attal, de dire est-ce qu'on peut rester en contact. Et vous avez Christophe qui, passé par 8 ans de cancer, a dit de toute façon j'ai plus rien à perdre, donc j'y vais. Et voilà, chez Christophe c'est beaucoup de résilience et c'est aussi une grande part de culot quand même. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est-à-dire je le connais moins bien que toi pour être honnête, mais oui, du peu que je connais de lui, c'est vrai que c'est quelqu'un de très gai, de très expansif, etc. Qui n'est pas du tout animé par un quelconque ressentiment. Justement, comme tu dis, c'est un peu un rescapé, un miraculé, donc je pense que ça joue un rôle important dans sa trajectoire. Et le numéro 1 papier, donc il sort quand en fait ? Le numéro 1, il sort avec en couverture Isabelle Carré. À l'époque, le numéro coûtait 10 €, il était beaucoup plus fin aussi, puis c'était un premier prix pour un premier lancement. Et c'était donc Isabelle Carré en cover pour un livre paru au Livre de Poche. Et je ne sais plus le titre du roman. Et c'était en mai 2019, précisément. Mai 2019, d'accord. Et après, il y a eu en deuxième cover Bret Easton Ellis.
Et Bret Easton Ellis, il l'a vraiment rencontré, il a vraiment fait une séance photo avec lui qui a duré 10 minutes, parce qu'avec Bret Easton Ellis, ça ne dure jamais longtemps les séances photo. Et aujourd'hui, il les refuse, hein, c'est pour te dire. Et en fait, il a eu ça grâce à une ancienne attachée de presse de Robert Laffont. On va lui rendre hommage, même si vous ne la connaissez pas, c'est Elisabeth Villeneuve. Et pourquoi je veux lui rendre hommage? Parce qu'en fait, elle a ouvert les portes à Christophe. Voilà, parce qu'un média inconnu qui reçoit Bret Easton Ellis, il fallait quand même avoir quelqu'un qui insiste auprès de Bret Easton Ellis pour venir. Voilà. Donc effectivement, c'est encore des rencontres des rencontres qui ouvrent vers d'autres rencontres, en fait, c'est ça. Mais en fait, c'est humain, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée, j'aime bien l'idée de on transmet, on se passe des choses. Et là, on est tous ensemble et c'est comme si je vous passais quelque chose et voilà, vous en faites quelque chose et vous le transmettez à l'autre ensuite avec ce quelque chose que vous avez fait. Et ben, c'est la même chose pour la fringale culturelle. Je pense au proverbe de Cigane aussi que j'aime bien, ce qui n'est pas donné est perdu, effectivement. Donc il y a quelque chose comme ça. Ouais. L'idée du partage. Oui, c'est ça, l'idée du partage, important. Et voilà, de toute façon, après, on va entrer plus dans le détail dans le magazine. Bon, là, t'as un peu, justement, rappelé les grandes étapes. Alors là, on va entrer dans le moment un petit peu chiant, mais il va falloir quand même planter le décor, parce que quelle est la situation de la presse papier en France? Alors, je vais prendre la parole pendant quelques minutes pour dérouler notamment quelques chiffres et quelques faits, et puis après, tu réagiras. Alors, quelques chiffres d'abord. Il y a 2,6 milliards d'exemplaires qui sont diffusés par an en France, 7 millions d'exemplaires vendus ou distribués chaque jour, 74 millions de visites quotidiennes sur les sites et applications de presse français ou francophones. L'idée, c'est que la presse papier décline lentement, mais n'est pas du tout devenue marginale. Hein. Il faut tenir les deux. Il y a un déclin, mais ce n'est pas non plus une fin, ni une bérésina. Quelques tendances. Alors, première tendance, la baisse continue du papier. La diffusion papier recule presque chaque année depuis 20 ans. La presse magazine est particulièrement touchée, on en reparlera. Petit b, le poids croissant de l'abonnement. Il faut rappeler que le magazine La Fringale Culturelle est un magazine sur abonnement, ça on en reparlera aussi. Et vente au numéro. Et aussi vente au numéro, mais donc il n'est pas présent en kiosque. Et l'idée, c'est que les éditeurs cherchent à fidéliser leurs lecteurs par l'abonnement papier ou numérique plutôt que par la vente au numéro, même si ça peut être un adjuvant. Et aussi, les tendances actuelles, la réussite de quelques marques fortes, des titres comme Le Monde, qui s'est bien redressé, vous en avez peut-être entendu parler, notamment financièrement ces dernières années. L'Équipe, Ouest France, conservent des audiences très importantes et ont réussi leur transition numérique. C'était une question aussi dans les années 2000, la question de la transition numérique de la presse papier. Donc je continue mon petit topo. Maintenant, la presse culturelle, qui nous occupe un peu plus particulièrement ce soir, donc un secteur petit mais influent. Alors par contre, je n'ai pas chiffré. Est-ce que tu sais en termes de pourcentage combien ça représente le secteur de la presse culturelle par rapport à l'ensemble de la presse papier ou pas? Ça, j'ai pas chiffré. Bah, vois si tu arrives à retrouver le chiffre pendant que je continue mon petit topo. Alors, la presse culturelle représente une part modeste du marché. Alors, bon, tant pis si on n'a pas de chiffre en volume, mais son influence symbolique demeure forte. Parmi les titres emblématiques qu'on peut citer, donc vous les connaissez, Télérama, Beaux-Arts Magazine, Connaissance des Arts, Les Cahiers du Cinéma, L'Éléphant, Society, SoFilm. Et contrairement à la presse d'information générale, la presse culturelle vit souvent grâce à des abonnements fidèles, on a déjà parlé un peu, des lecteurs plus âgés et diplômés, ça on en reparlera aussi, est-ce qu'il y a un profil sociologique du lecteur de la Fringale culturelle, des événements, festivals et conférences et des partenariats institutionnels. Et pour terminer, avant de te laisser la parole pour réagir à tout ça, globalement la presse papier de masse décline. Donc il y a un déclin, ça c'est certain, mais certaines revues culturelles haut de gamme, dont j'espère qu'on fait partie, résistent mieux grâce à leur positionnement de niche. Donc, parce que la Fringale est un média de niche aussi. Hein, oui. Et des titres comme 21 ou Oui Demain, par exemple, continuent d'être vendus à des prix élevés, entre 15 et 22 euros l'exemplaire, comme la Fringale qui est à 15 euros, à un public prêt à payer pour du contenu long et exigeant. Alors, on va parler après, dans la diapo suivante, plus précisément de la stratégie de la Fringale culturelle comme média de niche, mais voilà, par rapport à la situation de la presse papier en France et par rapport à l'ensemble de ces faits et de ces données, est-ce que tu veux réagir sur quelques points? C'est quand même assez intéressant. Elle n'est pas en voie de disparition, effectivement. Et c'est vrai que ça, c'est un point, alors je vais prendre le point sous l'angle positif. C'est important parce que depuis 10 ans, j'entends que la presse s'est terminée l'année suivante. Voilà.
Là, j'avais le dernier chiffre qui était, on dit que la presse papier va mourir en 2027. Bon, en 2024, on m'avait dit que ça mourrait en 2026, etc. etc. Je ne sais pas si c'est français de toujours voir le mauvais côté de la partie. Moi, j'aime dire, il y a quand même encore énormément de presse quand on va dans un relais, ou peu importe d'ailleurs, dans une librairie aussi, il y a énormément de presse. Alors, la presse culturelle, le problème de la presse culturelle, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, ça devient problématique, c'est que la presse culturelle est forcément de niche. C'est Roselyne Bachelot, que j'avais vue en interview, qui m'avait dit quand même que 48% des gens ne fréquentent pas une salle de théâtre, ce qui est quand même énorme. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, hein, bien sûr. Il y a, on ne va pas faire de mépris, il y a la raison du prix, la raison aussi que tout le monde n'a pas forcément une salle de théâtre à proximité de là où il habite, parce que souvent les salles sont dans les grandes villes ou les villes moyennes. Ensuite, beaucoup de choses se jouent à Paris. Voilà, ça voyage un peu, mais pas tant que ça non plus. Donc, il faut aussi pouvoir venir à Paris pour ensuite, donc ça coûte, ça chiffre. Et puis après, tu as une part des gens, et ils ne sont pas obligés, ils n'ont pas envie d'aller au théâtre. Cela dit, avec l'intelligence artificielle, le théâtre va devenir un lieu intéressant, je pense. Parce que justement, au théâtre, tout se joue de manière organique et directe. C'est vraiment du spectacle vivant. Là, l'intelligence artificielle ne va pas pouvoir rivaliser. Donc ça, c'est aussi intéressant. Après, tu parlais de transition numérique. Oui, le monde a parfaitement réussi sa transition numérique. Ils sont très très forts sur ça. Et donc, ça, c'est un point, on en parlera plus tard, même chez nous, qu'il est important de développer. Ce qui est paradoxal, puisqu'on vient du numérique, on vient de YouTube. Mais après, il y a une question de coût, de financement. Pendant longtemps, lorsque le numérique est arrivé, en fait, la presse n'a pas su prendre le virage du numérique. Mais les labels de musique, les labels d'édition, personne n'a su prendre le virage, en fait. Alors au début, il y avait la loi, vous vous souvenez de la loi Hadopi, qui en fait était une loi contre-productive. Parce qu'en réalité, si vous voulez craquer un film, il y a toujours une possibilité, malgré la loi en fait. Une loi n'empêche pas quelqu'un de craquer quoi que ce soit. Et puis pour qu'une loi fonctionne, il faut que derrière on mette le financement nécessaire pour pouvoir agir en fait, ce qui n'était pas le cas avec la loi Hadopi. Donc c'était une mauvaise loi, elle a très vite été arrêtée, retirée, et en fait le plus important était de faire comprendre à tout le monde comment faire pour... c'est-à-dire que dans la presse, pendant longtemps, on avait des articles gratuits. Alors maintenant, c'est devenu payant. Maintenant, tu payes 1 euro, 99 centimes pour lire tel ou tel article. En fait, ça, ils ont mis du temps à le comprendre. Donc, il est normal qu'il y ait eu un déclin de la presse, et parce que pendant longtemps, la transition numérique n'a pas été pensée. Maintenant, elle commence à être bien intégrée, à être pensée, et puis maintenant, même les citoyens, ou j'aime pas le dire comme ça, mais les consommateurs de presse et de culture, de lecture, ont compris aussi qu'il était nécessaire un minimum de financer. Donc maintenant, il y a des abonnements numériques, il y a l'achat au papier, il y a tout type de possibilités de lire la presse. Et puis aussi, évidemment, vintage, on va dire ça comme ça, comme le vinyle dans l'industrie musicale, acheter son magazine papier. Et d'ailleurs, le retour du vinyle est assez spectaculaire. Comme quoi, ça montre que c'est pas linéaire l'évolution technologique. Et c'est pour ça que je prends l'exemple du vinyle et que je fais exprès, parce que justement l'année dernière aux États-Unis, le vinyle a été l'un des, dans la musique, l'un des disques, l'un des supports, le plus vendu aux États-Unis. Je crois que c'est l'équivalent de 150 millions de vinyles vendus en 2025. Alors même qu'on disait justement que la musique n'existerait plus sur un support. Ouais, mais en fait, si. Pourquoi ? Parce qu'il y a les collectionneurs. Ça existera toujours, les collectionneurs. Et dans la presse culturelle et la presse papier, je ne sais pas si vous connaissez ce magazine qui s'appelle Sphère Magazine. En fait, Sphère Magazine, ils ont trouvé un créneau qui est très intéressant, qui s'adresse directement aux collectionneurs. C'est chaque magazine parle d'un thème. Donc il y a la danse. Tu vas avoir même des marques comme Repetto, donc en lien avec la danse, mais que sur la marque Repetto. Et en fait,
Ils sont allés voir des marques ou ils sont allés voir des institutions et ils leur ont dit ça vous dit pas qu'on fasse un magazine ensemble? Donc ils le financent à moitié-moitié. Et du coup, ça devient un magazine très bien traité, très exigeant, avec un support photographique très élégant aussi. Et en fait, il fonctionne. Alors, il ne sort pas tous les mois, évidemment. C'est un magazine, je crois, qui sort 2 fois dans l'année, il me semble. Enfin, ils ne sont pas très réguliers actuellement. Hein, donc, il faut quand même que je surveille aussi la chose. Mais ça, c'est intéressant parce que plus tu t'adresses à un public de niche, plus en fait ce public va regarder ton objet et en fait va être attentif. Et il y aura toujours la culture du support et la culture de l'objet, je crois vraiment. Donc ça c'est pour rebondir un peu sur tout ce qui est transition numérique vs support existant. Et je crois quand même qu'après, un magazine doit créer du lien. Et alors ça c'est le plus difficile, notamment pour nous, magazines de niche. Je précise que nous, on n'a pas de mécénat, on n'a pas de milliardaires. Moi, je ne suis pas dans un groupe, je suis mon propre groupe, en fait. Et vous n'avez pas de subvention non plus? Non, j'ai pas de subvention. Non. Vraiment, et l'année où j'ai demandé les subventions, c'était l'année électorale en 2022. Très mauvaise idée de demander des subventions lorsque c'est une année électorale. Voilà, tu es sûr de ne pas en avoir. Voilà. Et puis bon, après, c'est pas tellement grave de ne pas en avoir eu non plus, mais on fait avec. Et depuis 2022, j'ai pas de subvention, je suis là en fait. Mais tout repose que sur nos forces par contre. Ça, c'est essentiel de le dire. Tout à fait, il faut rappeler que vous êtes 2 et seulement 2 à tout gérer quoi. Alors, on est planning, interview, enfin après il y a quelqu'un pour faire les maquettes et tout, mais dans le comment dire, dans la logistique et dans le rédactionnel et l'éditorial, vous êtes que 2 quoi. Ouais, c'est pour ça que je rêverais, je vous le cache pas, hein, s'il y a un mécène dans la salle, je veux bien, mais je rêverais effectivement d'avoir quand même juste un mécène, mais un qui croit encore plus au projet que nous croyons au projet depuis des années, parce qu'il y a énormément de choses à faire avec la fringale culturelle. Mais par exemple, la fringale culturelle, depuis maintenant 3 ans, organise en tant que programmateur le salon à Palaiso, Séance Fiction, qui a lieu 1 fois par an au mois de mai. Et en fait, nous, du coup, on travaille avec la mairie main dans la main, et nous, en fait, on fait la programmation. Donc, quand je vous parlais de création de liens, on crée du lien à travers, en fait, ce type d'événements. Et on est en train actuellement de travailler sur d'autres événements pour multiplier les événements, justement, pour multiplier les rencontres. Ouais, ça, c'est ce qui concerne les événements, festivals, conférences, partenariats institutionnels, c'est aussi ça qui fait tenir la presse culturelle, quoi. Oui, tu veux non, mais parce que justement, en fait, tu es dans une époque où de toute façon, il y a une hyper-communication. Il y a des réseaux sociaux à n'en plus finir, de TikTok à Instagram, YouTube et j'en passe. T'as tout pour t'informer en fait aujourd'hui. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'il y a une multiplication des supports que l'information est toujours bonne partout. Là, on est sur la culture, donc c'est un sujet qui est en général un peu moins clivant que la société ou la politique. Donc la culture, nous, c'est des rencontres. Maintenant, tu vas avoir des téléramas, ils font beaucoup de critiques en fait. Le Monde, c'est un mélange entre critique, tribune, chronique et interview. Voilà. L'équipe, c'est sport. Mais la force de l'équipe, ça a été de miser aussi sur la photo. La photo est très très importante, l'image est très importante. Comme dans la grande culture, ça on va en reparler après. Oui. Et voilà, donc en fait, je n'ai pas envie d'être négatif, parce que si j'étais négatif, on existe depuis mai 2019. On a traversé quand même le Covid, on a traversé en 2022 la guerre en Ukraine. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça a une conséquence économique, avec notamment l'inflation en 2023. L'inflation en 2023 a été terrible sur le papier, notamment sur l'augmentation des coûts liés au papier. Et récemment, et je te le disais avant, et ça t'amusait un peu, le détroit d'Ormuz. Parce que le pétrole. Et en fait, c'est tout bête, mais moi, pour livrer le magazine, j'ai des augmentations de factures liées, en fait, aux augmentations du prix du baril. C'est juste un constat économique, mais ce constat, comme c'est une entreprise, il faut le prendre en compte quand même, parce que forcément, ça augmente tes coûts, tout simplement. Donc, parce qu'on gère aussi la partie financière et administrative. Hein. Ah oui, voilà. Non, tout à fait. Alors justement, ça me fait une transition vers le point suivant, c'est-à-dire,
comment exister dans ce champ journalistique, dans le champ du journalisme culturel, ce que j'ai appelé stratégie dans, entre guillemets, petits médias. Alors, c'est quoi la stratégie de la fringale culturelle pour exister, justement? Enfin, comment tu vas définir? Je ne sais pas si on peut la théoriser. Je n'arriverai pas à la théoriser, donc j'ai envie de dire, déjà, j'aimerais que les journées fassent 48 heures au lieu de 24. Parce qu'en 24 heures, sachant qu'il faut dormir minimum 7 heures, voilà, ça passe quand même très vite la journée. Parce que, je dirais, moi, ma stratégie, elle repose sur, de base, j'ai des abonnés institutionnels, c'est-à-dire médiathèque, bibliothèque. Il y en a quand même beaucoup, c'est la moitié de mes abonnements, donc ça représente quand même énormément d'abonnements. Tu peux rappeler le nombre d'abonnés, tu le sais tout à l'heure, c'est 4007, 4008 à peu près? Oui, absolument, c'est ça. Donc autour de 5000, quoi. Compliqué à moi de tenir le chiffre parce que comme j'ai des abonnements qui durent parfois 3 mois, d'autres 2 mois. Ça va, ça vient. Mais... et pour être honnête, je fais un point tous les 2 mois ou 3 mois sur ça. On est sur autour de 4005 en gros. Absolument, ce qui est quand même déjà pas mal pour un magazine de niche qui n'est pas en kiosque et qui est né via YouTube en réalité, via une communauté. Et donc ça, c'est aussi les 100 premiers abonnés qui ont quand même acheté leur magazine sans le voir, qui nous ont quand même du coup aidés en termes de lancement financier. À l'époque, c'était un prix d'abonnement de 90 €. Donc tu as quand même des gens qui seulement via ce qu'ils connaissaient sur le numérique, ont décidé de donner 90 € à quelqu'un, donc lui faire confiance quand même. Mais ça, c'est Christophe. Il est solaire, comme tu... Donc voilà, mais... Donc c'est quand même un pari fou. Et ben ces gens-là, ils sont toujours là. Les 100 premiers, ils sont toujours restés. J'ai peut-être dû en perdre 2 depuis maintenant 1 an ou 2, mais ils sont toujours là en fait. Chaque année, ils reviennent avec leur abonnement. Après, on en trouve des nouveaux. Après, il y en a qui nous trouvent tout simplement. Et après, il y a aussi tout un travail de mise en relation, de newsletter. Ça, je t'en parlais. On fait de plus en plus du ciblage. Par exemple, quand j'ai une personne qui a acheté une cover avec un auteur de thriller, si j'ai une autrice de thriller, je vais faire du ciblage en fait autour de... parce que je me doute que ça peut l'intéresser. Mais ça demande un véritable travail de fourmi. C'est pas toujours évident. Et puis parfois, il y a aussi... parfois, on mise sur des têtes d'affiche et finalement, on se trompe. Et après, j'ai une exigence, si je puis dire ça ainsi, avec mes têtes d'affiche. Par exemple, Thomas Dutronc, qui est là. Donc là, on l'a reçu dans le cadre d'un partenariat avec Jazz in Marciac, qui est un des festivals de jazz les plus importants d'Europe. Je le précise parce que on parle souvent de Montreux Jazz Festival, mais en fait, à Marciac, dans un tout petit village quand même de 2000 habitants, même pas, je crois, en fait, c'est assez petit, durant toute la période de jazz, ils ont l'équivalent de 20 000 personnes, voire un peu plus qui viennent. Donc, c'est colossal, et tout ça. Et puis, il y a quand même des artistes du monde entier du jazz qui viennent. Donc c'est assez exceptionnel quand même de faire venir des gens, des pointures du jazz qui sont à New York ou à Los Angeles dans un tout petit village dans le Gers, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Et je le précise parce que Thomas Dutronc, par exemple, je suis en relation avec son community manager sur Instagram et généralement j'exige humblement, si je puis dire, qu'il accepte un cross-partage sur son compte Instagram. Et là, j'avoue que ça nous rapporte déjà plus d'audience et aussi des ventes au numéro et puis pourquoi pas des abonnés. Ça, c'est le petit truc en plus. Oui, parce que les réseaux sociaux jouent un rôle important justement dans cette aventure. Alors, je ne sais pas s'il est central, mais il est important en tout cas. En tout cas, chez nous, il est central. Il est vraiment central parce que, n'étant pas en kiosque, n'ayant jamais fait de campagne de pub massive dans le métro ou partout en France, il est vraiment central. Et il est vrai qu'on avait des ambitions, il y a de ça 3 ans, de faire davantage de projets, mais malheureusement, la réalité économique parfois se rappelle à nous. Et donc on a dû mettre de côté en attendant ces investissements et puis dire bon c'est pas grave, on verra ça pour plus tard. Parce que depuis 2022, j'avoue que ça a été quand même une suite de déconvenues ou de difficultés. On n'a jamais dit qu'on voulait arrêter, jamais. On a toujours dit qu'on allait continuer. Mais pour ça, il a fallu trouver des astuces économiques, comment on appelle ça, on a supprimé des choses, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, à une époque, j'avais un 148 pages, j'en suis à 132. Je ne descendrai pas en dessous de 132, mais passer de 148 à 132, ça fait déjà une économie sur l'impression. C'est bête, mais voilà, ça fait une économie aussi sur les envois.
Et après, parce on a plusieurs covers pour chaque numéro. Oui, il y en a 3 en général, c'est ça? On va jusqu'à 3. Ouais. Parfois, j'en ai que 2. Parfois, j'en ai qu'une. Rarement une. Généralement, c'est 2 ou 3. Et pourquoi? Parce que ça nous permet d'entrer dans divers univers. Là, j'ai Anna Faris. Donc là, c'est le cinéma hollywoodien, populaire aussi. J'ai Thomas Dutronc à Marciac, avec tout un ensemble de dossiers sur Marciac. Donc ça, c'est un peu plus, je dirais, entre guillemets, élitiste. Et puis j'ai Arthur pour la 3e cover, donc l'animateur, pour sa récente parution. Et il est vrai que là, ça nous permet d'entrer sur un champ littéraire et aussi témoignage. Dans le cadre d'Arthur, c'est du témoignage. Donc voilà, donc on a 3 ouvertures. Et donc c'est intéressant aussi, même pour nous, de travailler ces 3 ouvertures. Parce que c'est un magazine qui est bimestriel. Oui, il faut le rappeler. Qui sort tous les 2 mois. Et le magazine d'été est trimestriel, c'est juin, juillet, août, exceptionnellement, parce qu'en août, on ne travaille pas. Voilà, vous avez des mois, des vacances de temps en temps quand même. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc si je résume le modèle économique, nous n'avons pas de subvention, pas de mécène, donc c'est des abonnements, de la pub et des ventes au numéro en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Abonnement, pub, et puis tu rajoutes la partie événementielle, qui est une partie, comme je disais avant, avec le salon à Palaiso, où on programme des auteurs. Et cette partie événementielle nous rapporte forcément de l'argent, puisque je ne vais pas travailler gratuitement pour une mairie. Voilà, tout à fait. Non, c'est pas possible. Mais voilà. Auquel on peut ajouter les couvertures. Alors, on reviendra pas sur ce terme de promotion, mais les partenariats, par exemple, avec Paramount, depuis quoi? Depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant La Paramount, ça dure depuis 4 ans. 4 ans, d'accord, oui, c'est ça. Absolument. C'était une belle rencontre aussi, pour le coup. C'est une belle rencontre et en même temps c'est une capacité pour nous de s'ouvrir à d'autres univers, parce que là on a ouvert avec quand même le cinéma hollywoodien. Voilà, donc maintenant on pouvait avoir accès à des actrices hollywoodiennes avec des intervieweurs anglophones compétents. Absolument, je te remercie. Et donc ça c'était quand même bien quoi, de faire une couverture sur Anna Faris ou sur Running Man, là j'ai oublié son nom. Glenn Powell. Ouais, Glenn Powell, etc. On n'a pas eu Tom Cruise. Oui, on n'a pas eu Tom Cruise. Ça c'était impossible. Mais lors de la sortie de Mission Impossible, mon Dieu, c'était quoi? C'était le 8 tout à coup. Oui, c'est ça. Je crois que c'était ça. Oui, c'était l'année dernière. 2024. Non, c'était il y a 2 ans. Effectivement, j'avais fait un grand article d'ailleurs sur Tom Cruise. On avait fait tout un dossier et tu m'avais dit que le magazine. Alors, on n'a pas eu Tom Cruise avec la fringale culturelle qui a pu faire des photos, mais pourtant on lui a demandé. Mais il paraît que le magazine La Fringale culturelle était présent dans chaque chambre de la suite de l'équipe du film, et donc probablement Tom Cruise aurait La Fringale culturelle dans sa chambre. Oui, parce que paradoxalement, les Américains ont quasiment plus de magazines papier. Mais par contre, ils adorent, les équipes américaines, les managers notamment, adorent les magazines papier. C'est très paradoxal, mais il y en a encore des magazines papier, mais ça s'est quand même beaucoup réduit aux États-Unis. Et en fait, ils adorent ça. Donc quand tu mets une photo de Tom Cruise et quand ils viennent à Cannes, effectivement, il y a une exigence de montrer, c'est aussi pour montrer à son acteur qu'ils ont bien travaillé. Que la presse a bien travaillé, que la communication a bien travaillé, le marketing aussi a bien travaillé. Et donc effectivement, chaque personne avait un magazine, La Fringale culturelle, et j'ai effectivement fait la demande à la manageuse, parce que c'est une femme, de Tom Cruise, si on pouvait avoir une photo. J'ai jamais eu de réponse. Mais... voilà. Ah oui, j'en veux pas. Non, mais c'est Tom Cruise, en fait, en général, quand il passe en France, pour un film, il fait le 20h de France 2 et c'est tout en général. Il fait des gros médias et c'est vraiment la demande, la spécificité de Tom Cruise. C'est-à-dire que c'est le. Mais après, Tom Cruise n'a pas. Enfin, je vais dire ça comme ça parce que c'est une réalité. Il n'a pas besoin de presse. Je veux dire, Brad Pitt, il n'a pas besoin de presse. Leonardo DiCaprio, ils n'en ont pas besoin. C'est. Glenn Powell en a besoin. Mais ce qui est intéressant, c'est que la manageuse de Tom Cruise est la manageuse de Glenn Powell. Et si j'ai eu Glenn Powell en interview privée, c'est parce qu'elle avait vu notre travail avant. Et là, j'en reviens encore à la rencontre. C'est-à-dire que c'est une rencontre qui s'est faite via mail, mais qui a quand même servi. Ça a ouvert Glenn Powell. Donc quand Glenn Powell sera une star, je pourrais dire que j'ai rencontré Glenn Powell. Oui, donc on a découvert quasiment, disons qu'on a aidé à sa découverte. Oui. Alors, et justement, puisqu'on parlait de transition numérique, alors il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est le petit frère
numérique de la fringale culturelle, qui est le carnet de la fringale culturelle que tu as toi-même lancé. Alors, donc, c'est un supplément hebdomadaire numérique Oui. et qui est inclus dans certaines formules d'abonnement. Oui. Et donc, du coup, tu l'as lancé quand déjà? Il y a 3 ans? Je me souviens plus. 2023? Janvier 2023, je crois, de mémoire. Janvier 2023. Oui, c'est ça. On a travaillé là-dessus à l'automne 2022, donc c'est janvier 2023. Oui. Alors là, effectivement, ça s'inscrit dans une stratégie numérique. Tu peux rappeler comment est né ce supplément? En fait, ce supplément, il est né parce que la problématique du magazine papier qui dure tous les 2 mois, et on avait besoin de ça pour une transition numérique aussi, c'est que le magazine papier sort tous les 2 mois. Donc, il est difficile, si vous voulez, de garder une méthode de communication autour de ce magazine pendant 2 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, la communication du magazine, elle est quasiment faite, en fait. Les achats, généralement, en fait, le premier mois, j'ai des ventes au numéro constantes, et le deuxième mois, c'est vraiment réduit, c'est très difficile de retrouver des nouvelles ventes, en fait, des nouveaux lecteurs. Donc, ce qui est intéressant avec ce format, c'est que c'est un format hebdomadaire qui nous permet de rebondir un peu plus aussi sur ce qui se passe sur le moment présent, donc des sorties présentes chaque semaine, sur des projets variés. Là, c'est Gilles Le Gardinier, c'était la première cover du carnet par ailleurs, effectivement. Donc on peut voir la date, mais c'est la première cover du carnet. Tu vois, j'ai pas fait exprès, mais c'est le premier numéro. Ouais, en fait. Absolument, c'était le premier, parce que Gilles avait accepté de jouer le jeu. Et c'est vrai que cette transition était importante pour nous parce qu'on nous disait souvent on en veut plus. C'est la fringale, on est gourmand, etc. Donc on a écouté et nous, ça nous a permis de rebondir sur plus d'actualités aussi. Et alors, il y a une spécificité dans le carnet, c'est que dans le carnet, on ouvre un peu plus aussi à d'autres... on n'est pas que sur la culture, on peut être aussi sur la société, voire parfois sur du débat politique autour d'un sujet. Je vais vous donner un exemple, ça peut être, je sais pas, sur une sculpture par exemple qui a fait polémique, et là on réunit 1 ou 2 débatteurs et on crée une interview autour de ça, sur pourquoi cette sculpture a fait polémique. C'est quand même à travers un prisme culturel. Oui, à travers un prisme culturel, absolument. Et aussi parce qu'on a une grande présence sur les kiosques numériques qui s'appellent Caféine. Caféine, c'est un peu le Deezer de la presse, le Spotify de la presse. Et donc pour nous, il était important d'être présent, mais on ne voulait pas être présent on l'a été avec le numéro papier, mais on va arrêter là dans la prochaine stratégie d'être présent sur le numéro papier parce qu'on veut que le numéro papier reste une exclusivité. Là, on a décidé effectivement d'axer sur uniquement celui-ci à partir de septembre, là, sur Caféine, parce qu'il s'inscrit davantage dans quelque chose de numérique, parce que c'est vraiment un magazine numérique, c'est pas un magazine papier. Et tu vois d'ailleurs, il y a la date là en haut à droite, en fait c'est 10 novembre 2022, donc c'était fin 2022 en fait. Ouais, c'est ça. Je savais qu'on avait travaillé à l'automne 2022, mais je ne me souvenais plus de la date exacte. Ça fera presque 4 ans. Et donc, ça continue maintenant. Ça continue et ça nous a vraiment permis de trouver des nouveaux lecteurs. Ça nous a permis, et en fait, ça a permis à des nouveaux lecteurs de venir nous voir sur le papier. Et cette transition est aussi intéressante. Parce que souvent, on aime bien faire un petit rappel dans le carnet d'un artiste qu'on a reçu dans le papier, mais sans dévoiler l'interview. Ce qui permet en fait par moment d'avoir des curieux qui vont sur le papier. Donc là, on en revient à la transition numérique qui amène vers l'objet. Oui, c'est une espèce d'aller-retour, effectivement, d'aller-retour permanent. Oui. Voilà. Écoutez. Et donc, oui, en termes de pagination, tu peux rappeler, le carnet, il fait quoi? Il fait 16 pages, je me souviens plus. Alors non, le carnet, on n'a pas... Vous n'avez pas de ces variables? On est entre 24, et puis alors parfois, quand on est vraiment gourmand et qu'on a eu d'un coup de nombreux projets, on peut aller jusqu'à 48 ou... Ouais, maximum, parce qu'après, c'est quand même du travail aussi. Oui, et puis vous avez le print aussi, quand même. Oui. Vous avez beaucoup de... Oui. Le carnet m'a grillé pas mal de jeudi soir et de vendredi soir, je dois l'admettre. Parce que souvent, c'est pas grave, hein, c'est pas une plainte, mais j'avoue que souvent le jeudi soir ou le vendredi soir, parce que ça dépend, parfois il paraît le vendredi, parfois il paraît le samedi, c'est uniquement pour des raisons de planning de notre côté. Les lecteurs le savent, hein, que ça paraît soit le vendredi, soit le samedi. Et en fait, si c'est le vendredi, le jeudi soir, on y est jusqu'à minuit. Voilà. Et après on va se coucher parce qu'on n'en peut plus. Et
une grande partie du magazine repose sur les interviews. C'est des rencontres culturelles, on en revient. La majorité du contenu, écrivains, réalisateurs, acteurs, comédiens, musiciens, chanteurs, etc. Et donc, tu en as fait des dizaines, peut-être même des centaines. Est-ce que tu aurais, et donc tu as rencontré des gens parfois très, très connus, est-ce que tu pourrais nous donner des anecdotes qui t'ont marqué dans toutes ces rencontres et ces interviews avec des personnalités de la culture? Je vais raconter 4 anecdotes, précisément. J'ai vraiment réfléchi quand Henri m'a dit « Est-ce que tu as des anecdotes de rencontres ?» Parce que des anecdotes de rencontres, je vais en avoir, je vais en avoir 200, vraiment. Parce que c'est monumental. Et même quand ce ne sont pas des rencontres directes en interview, ça peut être des rencontres lors d'un événement ou autre. Première anecdote, je vais vous raconter celle avec Vladimir Cosma. Est-ce que vous voyez qui c'est, Vladimir Cosma? Ouais. Oui, c'est musicien, compositeur de musique de film, ouais. Notamment au cinéma français des années 60-70. Oui, absolument. Les films, souvent les films comiques, et donc le Grand Bleu, le Grand Blanc avec la chanson noire, pas le Grand Bleu, ça c'est autre chose. Le Grand Bleu avec une chaussure noire. Le Grand Bleu avec une chaussure noire et tout le temps, quoi. Donc, alors il y a ça doit être les Schtroumpfs, ça, je pense. Je pense, ouais. Schtroumpfs, j'ai travaillé sur les Schtroumpfs en plus avec la Paramount. Et alors, du coup, aussi tout ce qui est La Soif de l'or, tous ces films-là, les films de Claude Zidi aussi, Les Sous-doués, etc. Et oui, absolument. Et c'est très reconnaissable d'ailleurs, ces musiques, elles sont souvent un peu enfantines d'ailleurs. Et alors, on avait une interview, pour le coup, comme c'est un très vieux monsieur qui vit toujours, et je tiens à dire que ce monsieur continue à faire de temps en temps des concerts, alors qu'il doit maintenant avoir 90 ans. Voilà, il a 86, tu vois, mais je l'ai un peu vieilli. Moi, quand je l'ai rencontré en 2021 pour un de ses concerts qu'il donnait au Grand Rex. La particularité, c'est que nous, à la Fringale Culturelle, en général, comme on a beaucoup d'invités, on demande aux gens de venir à nous. Donc moi, j'ai un hôtel en partenariat dans le 8e arrondissement, pas loin des Champs-Élysées, et en fait, on demande aux gens de venir à nous. Alors quand c'est une personne âgée, là, exceptionnellement, avec mon photographe, je vais chez lui, ou on va à lui. En l'occurrence, Vladimir Cosma, on est venu chez lui, dans son appartement dans le 16e, immense appartement, assez impressionnant, et en fait, l'interview avait été oubliée. Donc là, sa gouvernante nous ouvre, parce qu'il a une gouvernante, elle nous ouvre, et en fait, elle nous dit « mais je crois qu'il a oublié parce qu'il est en train de faire sa sieste ». Donc ça, c'était assez marrant. Et donc elle a dit vous inquiétez pas, en fait, on va faire l'interview, je vais le réveiller. Alors là, nous, on était un peu gênés, parce qu'on s'est dit non, mais sinon on reprogramme la chose, c'est pas grave. Même si ça nous dérangeait un peu de reprogrammer, parce qu'on avait déjà mis 3 semaines pour avoir une date de rendez-vous. Donc ça aussi, dans les plannings, c'est souvent compliqué, parce que parfois il faut plusieurs semaines pour avoir une date précise. Ensuite, il faut trouver le photographe disponible aussi. Bon, pour Vladimir Cosma, j'avoue, il se battait un peu pour le prendre en photo, donc voilà. Et en fait, il s'est réveillé. Et Vladimir Cosma, c'est un homme originaire d'Europe de l'Est. Alors, le cliché, si vous voulez, c'est de dire il était un peu grincheux. Mais un peu comme le mec d'Europe de l'Est qui est un peu grincheux et qui arrive et qui presque vous engueule parce que vous l'avez réveillé. Et en fait, il a demandé à sa gouvernante, il a dit, il nous a engueulé, gentiment. Il a demandé à sa gouvernante de nous servir un thé, de lui servir un thé noir assez corsé. Et en fait, il a bu son thé, et c'est véridique. Après avoir bu son thé, il était tout sourire, et il était en mode « Bon, on peut y aller ». Et là, on s'est mis sur sa table, qui est une assez grande table. C'est pas comme celle du tatoué, mais avec Jean Gabin et Louis de Funès, mais c'est quand même une table assez grande. Et en fait, c'était assez amusant parce qu'on a eu 1 heure, alors qu'en général, on fait 30 à 40 minutes d'entretien, sauf que là, Vladimir Cosma avait très très envie de parler, et c'était passionnant. Et c'était, je crois, une de mes meilleures rencontres, parce que déjà, on arrive chez lui, on est vraiment dans son lieu à lui, son univers, son lieu personnel. Tu vois le César qu'il a gagné, tu vois plein de choses comme ça, donc c'est assez touchant, émouvant. Et en même temps, tu as cette anecdote autour de la sieste, où il arrive grincheux, on se fait engueuler, puis à la fin c'est une étreinte, et il avait adoré l'interview. Donc voilà, donc ça c'est la première anecdote. La deuxième, qui est un univers totalement opposé, est-ce que vous connaissez Kalash? Ouais, de nom.
Bah, moi, à l'époque, quand je l'ai fait à la Fringale culturelle, et c'est là où je vous montre vraiment l'ouverture de la Fringale culturelle, on passe de Vladimir Cosma à Kalash. Hein. En fait, c'est une attachée de presse spécialisée en rap R&B qui nous a dit, mais vous voulez pas un peu faire des rappeurs, ils sont souvent boudés, méprisés. Et moi, c'est vrai que le rap, c'est pas mon... Je suis pas... Voilà, c'est comme ça. Moi, j'aime la pop, j'y peux rien. J'aime la pop, la musique classique, le rock aussi. Et en fait, j'ai dit, bah écoute, fais-moi écouter. Et alors, j'ai dit, allez. J'ai écouté, c'était moins mon truc. J'ai dit, mais allez, ça m'intéresse de le faire quand même, parce que je pense qu'on peut dire pas mal de choses. Et moi, j'avais pas pris conscience, en fait, que Kalash remplissait des Bercy. J'avais pas pris conscience de ça, en fait. Et avec le photographe qui, lui aussi, n'avait pas pris conscience de ça, bah, il faisait beau ce jour-là, un peu comme aujourd'hui, et on s'est dit, bah tiens, on va faire une séance photo dehors. Alors, on était avenue Pierre Ier de Serbie, c'était à l'hôtel de Serre à l'époque qu'on faisait ces interviews, et c'est véridique, hein, il y a un bus qui passe, et en fait, les gens à l'intérieur du bus, notamment une jeune génération, ils étaient déchaînés quand ils ont vu Kalash. Mais vraiment déchaînés, il a fallu qu'on rentre dans l'hôtel parce qu'on s'est dit pas qu'il y en a qui sortent, etc. Et Kalash nous avait dit gentiment, mais je vous avais dit que c'était difficile d'aller prendre des photos dehors. Et en fait, on a eu un éclat de rire. Et là, il a commencé à nous dire, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que vous ne m'avez pas considéré comme une star. Vous m'avez considéré comme quelqu'un de normal, quoi. Parce que c'est toujours, en fait, quand on rencontre quelqu'un, on le fait vraiment en mode, on va rencontrer, j'ai presque envie de dire comme une rencontre, comme un date, en fait. On rencontre la personne, on s'intéresse à la personne, on s'intéresse à son projet, mais aussi à la personne. Et Kalash, il était venu avec toute une équipe, parce qu'il a toute une équipe, donc c'était déjà assez impressionnant. Et c'est vrai que cette anecdote, elle est marquée chez moi, parce que je me suis dit, mais en fait, oui, t'es un peu bête. Le mec, il a fait Bercy, et moi, j'ai pas raisonné. J'ai pas raisonné parce que, je le dis hein, vraiment en toute sincérité, parce que peut-être aussi, au fond de moi, j'ai eu une forme d'un peu de jugement ou de mépris, parce que c'est pas la musique que j'écoute. Et en fait, ça m'a beaucoup appris ce moment-là, et j'en avais parlé à Kalash après. Et depuis, c'est quelqu'un de très sympa qui revient à la Fringale culturelle. Donc tu vois, voilà. Et alors, j'avais dit 4 anecdotes, c'est ça. Allez, une avec Nicoletta, parce que j'aime bien Nicoletta. Et Nicoletta, ça a aussi eu lieu chez elle. Et puis, en fait, Nicoletta, ça devait durer 1 heure, ça a duré 2 heures. Voilà, entre le thé, les petits gâteaux, et puis quand elle se met au piano et quand elle commence à chanter, et qu'elle essaie de vous faire chanter aussi, ça c'est très très amusant. Et en fait, là, c'est parti pour un beau moment, pour un bon souvenir, pour des éclats de rire aussi beaucoup. Et puis Nicoletta, c'est une énergie quand même, c'est assez impressionnant, assez incroyable. Donc j'avoue que cette anecdote, elle reste aussi... Et souvent, je remarque que les anecdotes qui me marquent le plus, c'est aussi celles où, quand je vais chez les artistes. Parce que ce qui est passionnant et intéressant quand vous allez chez les artistes, c'est que vous entrez vraiment dans leur espace intime, finalement. Alors évidemment, avec beaucoup de respect, parce qu'il ne faut pas non plus... si on prend une photo dans un espace, il faut aussi demander est-ce qu'on a le droit de prendre ça en photo ou pas. Ça, c'est quelque chose à laquelle on tient vraiment, parce qu'ils nous reçoivent chez eux, ils nous reçoivent en confiance, ils se livrent à nous. Et dans le rapport d'ailleurs entre le journaliste et une personne et l'artiste, c'est aussi le rapport de confiance, ne pas trahir la personne, ne pas trahir sa confiance. Et alors la dernière anecdote que je vais prendre, c'est Florent Pagny, qui est venu en 2023. Et à cette époque, Florent Pagny n'était pas tout à fait en rémission. Et il a accepté, parce qu'il a en fait été convaincu, parce que Christophe lui a écrit. Et bon, vous imaginez, hein, Christophe l'a un peu séduit par rapport à son histoire à lui, sur le cancer. Donc Florent Pagny s'est senti presque obligé de venir, et surtout d'être pris en séance photo. Et ce qui est merveilleux, en fait, c'est qu'on a passé, là encore, 2 heures avec Florent Pagny dans un restaurant. Et c'était absolument exceptionnel. C'est quelqu'un de très chaleureux, qui était un peu fragile à cette époque-là aussi, hein, parce que, comme je vous le disais, il n'était pas vraiment encore en rémission. Et on l'a rencontré un 25 mai 2023. On lui a écrit un 25 avril 2023, et c'est vrai, hein, vraiment, on a vérifié la date de la lettre, quand même, quand on lui avait écrit. Et le 25 juin 2023, Laurent Delahousse nous a montré en coup de cœur, avec en cover Florent Pagny. Et ça a été une robe de lancement assez importante pour nous, parce que ça nous a permis derrière quand même d'être connus d'un grand public,
et de décrocher quand même des abonnements, des ventes au numéro. Florent Pagny, à ce jour, reste ma couverture de magazine la plus vendue. Donc là, il y a vraiment eu un effet France 2 de la hausse qui était très clair sur les... Oui, oui. Voilà. Puis c'était la dernière en plus de la saison, puisque c'était le 25 juin. Donc comme c'était la dernière, en fait, on est resté sur leurs réseaux sociaux pendant tout l'été. C'est-à-dire que c'est le dernier post qui apparaissait de l'émission le 20h30 de la hausse. Et là, en fait, j'avoue que moi, j'étais un peu allé au culot auprès de la rédactrice en chef du 20h30 de la hausse, que j'avais rencontré quelques jours avant. Et subtilement, j'avais dit, ça serait sympathique de passer le numéro avec Florent Pagny à la télévision. Et j'avais dit, si jamais vous réussissez, je vous offre un restaurant. Donc, je l'ai fait. Voilà. Je l'ai vu juste quelques jours après, et voilà. On avait fêté ça ensemble. T'as honoré ta parole. Alors justement, on parle d'interview, dont t'en as fait beaucoup, tu nous as raconté quelques anecdotes. Qu'est-ce qu'une bonne interview justement et comment ça se prépare? Alors je vais pas te faire la question des inconnus, quelle est la différence entre une bonne et une mauvaise interview? On pourrait la faire aussi. On peut la faire. Voilà, alors voilà, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Voilà, comment ça se prépare? Est-ce que ça se prépare? Voilà, et qu'est-ce qui va faire que en sortant d'une interview, tu te dis, ah ouais, là, il s'est vraiment passé quelque chose, ou tu te dis, bon, là, parfois, est-ce que tu te dis, bon, j'ai un petit peu raté, là, j'aurais peut-être allé plus faire autrement, tu vois Mais je crois que, en fait, alors, je parle pas pour tous mes confrères, parce que le journalisme politique, le journalisme de société économique, c'est pas la même chose. Un journaliste économique, il doit vraiment connaître de manière très pointue son sujet, quand même. C'est un journaliste sportif, lui, il va plutôt, en général, parler avec le registre émotionnel. Je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, les journalistes sportifs, ils utilisent ce registre-là, celui de l'émotion. Alors, comment c'était? Comment vous vous êtes préparé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Nous, on s'intéresse à un projet, donc un livre qui est publié, un disque, un concert à venir, une carrière dans le cadre de Florent Pagny ou de Vladimir Cosma, par exemple, ou même de Kalash, d'ailleurs, ou de Nicoletta. Ça, c'était vraiment aussi, on inclut la carrière. Donc, j'ai envie de vous dire qu'une interview, déjà, ça se prépare en s'intéressant à son principal sujet. Ensuite, un minimum quand même connaître le sujet de la personne, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'il publie. Alors je vais vous décevoir, mais tous les journalistes ne lisent pas tous les livres. C'est pas possible. Faut pas se leurrer en fait. Par contre, il y a des techniques pour parler avec un auteur. Et c'est important que je vous le dise parce que ça ne veut pas dire que le journaliste n'a pas travaillé. Ça veut dire aussi que le journaliste doit savoir s'adapter. Par exemple, si tu as un auteur étranger qui arrive du jour au lendemain, et que c'est quelqu'un de connu comme Ken Follett, tu ne rechignes pas à une interview avec Ken Follett. Alors, généralement, on vous envoie les livres sous la forme d'épreuves ou de PDF quelques semaines avant, hein, mais c'est pas parce que vous les avez reçus que vous avez eu le temps de les lire. Quand on vous dit, est-ce que ça te dit demain matin, alors qu'il est 17h, de faire Ken Follett, vous vous arrangez quand même pour trouver une solution. Et alors là, évidemment, vous n'avez pas le temps de lire le livre en une nuit, c'est pas possible. Donc, ChatGPT, Wikipédia, les non, même pas. Dedans, tu triches. Ouais. Tu triches. Tu lis la quatrième de couverture, la première et la dernière. Donc la première page et la dernière. Et en fait, à partir de là, tu tires des fils. Et en fait, tu tires des fils en le faisant parler. Parce que, et c'est là où j'en arrive avec comment est-ce qu'on prépare une interview et comment est-ce qu'une bonne interview se passe, c'est de la psychologie, c'est de l'humain. Et en fait, ça c'est le plus important. N'oublions pas qu'on parle aussi à des artistes. Un artiste, alors ça dépend dans quel secteur, mais un comédien sera un peu plus narcissique, un musicien aussi. C'est pas péjoratif que de dire ça. Un écrivain sera beaucoup plus sur son personnage, sur ce qu'il a vraiment voulu dire. Donc il va développer presque de lui-même. Et parfois, en fait, tu as des questions phares qui reviennent. Première question, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Et je vous assure que si vous posez cette question, un écrivain va commencer, sans même que vous ayez lu le livre, vous-même, à développer. Et en fait, en développant, il faut vraiment, par contre, se concentrer et vraiment l'écouter. C'est vraiment extrêmement important, l'écoute. Dès que j'ai un stagiaire, je lui précise, écoute, ne fais que écouter. Parce que tout va se passer là-dedans. Et c'est un très bon exercice d'ailleurs pour les stagiaires, quand je leur demande de résumer tout de suite, quand on est sorti d'interview, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont écouté et donc ce qu'ils ont retenu. Et c'est un très bon exercice parce que ça travaille vraiment ta mémoire. Et vraiment, coup sur coup, tu arrives à avoir quelque chose d'hyper intéressant, d'hyper construit.
et qui te permet en fait de tirer les fils. Après, c'est de l'humain, donc par moment, même si vous préparez des questions, parce qu'il y a des questions types, hein, il y a des questions phares, parfois les sujets demandent quand même plus de comment dirais-je, d'enrichissement, donc de renseignements. Je vous prends un exemple sur la guerre en Irlande, sur la guerre en Espagne, peu importe. En fait, là, il faut quand même que vous maîtrisiez un minimum les dates. Donc là, ça demande un peu de recherche. Mais globalement, parce qu'il faut quand même bien connaître son sujet. Parce que même quand on lit un livre d'un auteur, notamment dans les romans historiques, par moment, même en lisant le roman historique, il faut quand même quelques trucs en plus pour pouvoir développer. Mais c'est toujours de la curiosité, en fait. En fait, c'est un métier curieux, hein. C'est un métier où on s'intéresse à l'humain. C'est un métier où on est sans cesse à écouter l'autre, finalement. Je dirais pas que c'est un métier psy, mais parfois il y en a quand même un peu. Parce que je t'assure que quelqu'un qui écrit a toujours quelque chose à dire qui vient des tripes. Quelqu'un, peu importe en fait, que ce soit une chanson, ça peut être n'importe quoi. Après, les chanteurs sont passionnants, notamment lorsqu'ils parlent de la construction d'une chanson. Ça, c'est extrêmement passionnant. Et surtout quand il y a toute une équipe autour. Anna Faris, je sais pas. Alors, Anna Faris, c'est compliqué parce qu'Anna Faris, on vous donne que 8 minutes pour l'interview. Et en fait, quand vous êtes en interview, tu es témoin, hein, tu as un chrono derrière qui te dit le temps. Donc voilà, donc quand tu arrives à 8 minutes 1, généralement, tu as l'équipe qui te dit stop. Ça, c'est les Américains. Les Américains, c'est très cadré, c'est très carré. Et c'est vrai qu'Anna Faris, je sais pas comment tu l'as ressenti, mais finalement, elle avait très envie de parler. Elle avait très envie en fait d'aller même plus loin parfois que certaines des questions qu'on lui posait. Oui. Puis on avait prévu 4 questions, finalement on en a fait 5 parce que finalement... Voilà, absolument. Et elle a été hyper adorable parce qu'elle a un peu grillé 30 ou 40 secondes, donc c'est pas... Donc pour le planning, chez les Américains c'est déjà beaucoup, pour nous c'est peu mais c'est quand même bien. Et donc voilà, donc qu'est-ce qu'une bonne interview? Je vous dirais la curiosité, l'aspect humain, psychologique. Vraiment, vous vous intéressez à l'autre. Mais c'est ça partout, en fait. Vraiment. Voilà. Donc, dans la culture, après, la culture, c'est quand même un sujet... Enfin, franchement, il y a plus pénible à travailler que de rencontrer des artistes, des auteurs, des chanteurs, etc. Il y a beaucoup plus pénible. Oui, est-ce qu'il y a de la langue de bois ou des éléments de langage, comme chez les politiques, parfois? Non, c'est assez spontané. Il y a des paroles un peu plus libres, quand même. Et je tiens à préciser quand même qu'il y a très peu de relecture. C'est important de le dire parce que y a des artistes qui demandent la relecture du papier. Je ne vais pas les citer, mais c'est souvent des fortes têtes, des stars en fait. Enfin, ceux qui ont le statut de star. Parce qu'ils craignent le buzz, le bad buzz, ils craignent... Voilà, donc il y a une équipe de communication aussi autour, donc c'est particulier. Maintenant, globalement, par exemple, Thomas Dutronc, il n'a jamais demandé la relecture de son papier. Donc il n'y a pas de retouche, il n'y a rien. Et nous, on ne trahit pas non plus leurs paroles, c'est-à-dire qu'on ne va pas interpréter ce qu'ils ont dit. On va écrire les choses telles quelles. Alors évidemment, dans une langue journalistique écrite, parce que c'est important, mais voilà, on respecte leurs paroles. Mais non, c'est assez libre, assez intéressant et très enrichissant. Parce que oui, c'est sûr que la parole, si tu as affaire à un politique, le politique va vouloir tout contrôler, ça c'est sûr. Il y a toute une équipe autour, je vous apprends rien en fait. Enfin, il y a une équipe de communication qui relie un papier systématiquement. Mais alors pour le coup, c'est un peu ça chez les stars ou chez les acteurs hollywoodiens. Hein. Oui. Du coup, on relie derrière. Voilà, Tom Cruise, souviens-toi que Tom Cruise, j'ai fait relire le papier à la Paramount et au manager. Et bon, Tom Cruise, il est où déjà? À la science... la scientologie. La scientologie, voilà. Il est à la scientologie, qui est quand même une secte, hein, oui, c'est la vérité. Et à la fin de ton papier, tu l'avais écrit. Oui. Et en réalité, non. Si on voulait avoir le papier diffusé, ou en tout cas si on voulait être sûr et certain que ça soit bien vu, on a gommé la partie sur la scientologie. Voilà, je tiens à dire c'est le seul cas où j'ai été censuré. Enfin voilà. Oui. J'ai dû le retirer. Voilà. C'est une censure. Alors qu'en plus, la chute de ton papier, je m'en souviens très bien, était pas mauvaise. C'est-à-dire qu'il disait pas de mal, il rappelait juste les faits. Et malgré ce fait, mais parce qu'en fait, il faut aussi comprendre qu'en interne, Tom Cruise a un contentieux avec la Paramount.
Oui, que je rappelais dans mon papier Voilà, aussi. c'est Voilà. ça. C'est-à-dire que la Paramount l'avait quand même viré Voilà. pour cette raison. En 2005, Et en fait, quand ils se sont rendus compte de leur erreur, entre guillemets, parce que Tom Cruise c'est une tête d'affiche, il attire les gens au cinéma. Aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'on compte non pas en nombre de spectateurs, mais en dollars. Et que, en fait, Tom Cruise rapporte tant de dollars à la Paramount. Donc la Paramount l'a rappelé effectivement par la suite pour continuer Top Gun et Mission Impossible. Voilà, tout à fait. Voilà. Mais ces deux petites choses ayant été supprimées, après, la Paramount était très contente de mon papier finalement sur Tom Cruise. Voilà, donc c'est pas, je dirais que c'est une censure qu'on a acceptée. Parce que c'est Tom Cruise, bon voilà. Parce qu'on avait accès à la chose maintenant. Maintenant, je crois quand même que la plupart des gens savent que Tom Cruise était à la Scientologie. Oui, c'était pas non plus un scoop. Voilà. Qu'il avait été viré de la Paramount en 2005 avant d'être réintégré. C'est ça, c'est pour ça que le scoop n'est pas. Enfin, la censure n'est pas vraiment une censure non plus. Voilà, c'était pas non plus très utile. Ben oui, c'est parce que tu disais effectivement lire les livres en entier et tout. Alors moi, c'est sûr que je lis beaucoup de livres, j'en lis beaucoup en entier, mais moi aussi j'ai une anecdote qui est assez amusante. Quand j'étais, je faisais des recensions de livres pour le magazine Le Monde des Religions, donc qui a disparu dans les années 2010. Et à un moment, souvent on me donnait les livres avant le bouclage, je devais faire 3, 4, parfois 5 livres, parfois des petits 1000 signes, des petits encarts comme ça, voilà ce qu'on appelle les pages livres, quoi. Et bien évidemment, j'ai pas le temps de tout lire en entier, donc je regarde un petit peu, je feuillette, je regarde la 4e de couverture, et puis j'essaie de faire un petite même pas une chronique, vraiment un articulé, quoi. Et un jour, la rédactrice en chef me transmet, c'était sur un roman historique, me transmet un mail de félicitations de l'auteur. Il dit « Mais merci monsieur, vous avez parfaitement compris mon livre. » alors que je n'avais pas lu. C'est ça qui est étonnant, quoi. Donc je me dis « Ah oui, en fait, on peut comprendre un livre sans l'avoir lu. » Parce qu'en fait, quand on a beaucoup lu et quand on a l'habitude de lire, on peut aussi vite aller à l'essentiel dans un livre. C'est l'avantage des 4e de couverture, qui est un travail commercial de l'éditeur. Et en fait, ce travail est utile parce que quand vous allez quelque part, vous ne connaissez pas un auteur, vous tournez le livre, vous lisez, et en fait, ça vous donne les grandes lignes. Alors évidemment, si vous cherchez du détail, alors tu as des auteurs qui peuvent te piéger, tu as des auteurs qui... Et là, il faut être sincère. Ouais. Alors aussi, la sincérité avec un auteur, même avec n'importe qui, toujours la sincérité. Lui dire, non, j'ai pas eu le temps, non, je ne pouvais pas, non. En fait, ça se passe toujours bien quand tu es sincère. Par contre, si tu commences à mentir, tu t'enfonces dans le mensonge, et c'est fini parce que la personne s'en rend compte. Oui, mais justement, je pensais à une phrase de Frédéric Becbédé dans son dernier livre qui était très amusante. Il disait « Il m'est déjà arrivé de lire des questions que je n'avais pas écrites pour un livre que je n'avais pas lu, face à un auteur qui lui-même ne l'avait pas écrit. » Voilà. C'était complètement surréaliste comme situation, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais bon, c'est quand même rare. Là, il faut quand même être bien tordu, mais quand j'avais lu la citation, ça m'avait bien amusé. Ça peut arriver, tout arrive dans la culture. Et alors, justement, on voulait revenir sur ce terme de journaliste. Et la question de ce soir, c'est être journaliste culturel aujourd'hui, mais justement, voilà, comment est-ce que tu peux le problématiser toi, est-ce que tu te définis comme journaliste ou qu'est-ce que tu... Voilà. C'est une question qui est très difficile, vraiment. Je vais répondre en toute honnêteté. Je vais me décrire plutôt comme un passeur, je transmets voilà, des connaissances en culture, des héritages culturels. Quand je reçois Pascal Louvrier, parce que cette année, c'est l'année de Malraux, en fait. C'est les 50 ans de la mort de Malraux, qui est quand même un homme résistant, Premier ministre de la Culture sous De Gaulle. Donc c'est quand même quelqu'un d'important. Et quand j'ai reçu Pascal Louvrier, je transmets l'héritage à travers Pascal Louvrier d'André Malraux, à travers une interview d'ailleurs très passionnante. Mais donc, est-ce que je suis journaliste? C'est quoi être journaliste? J'ai beaucoup de problèmes avec cette définition, parce qu'un journaliste, pour moi, c'est quelqu'un qui investigue, c'est quelqu'un qui creuse à partir des faits, seulement des faits. Aujourd'hui, la frontière est un peu floue, parce qu'il y a aussi beaucoup de journalistes qui pratiquent l'hypothèse, donc c'est pas vraiment du journalisme. Donc j'ai du mal avec une définition claire sur le mot journaliste. Et je crois même qu'en école de journalisme, ils ont du mal avec, en toute honnêteté. Parce que
Je vois où tu veux en venir avec cette question. Ouais. Je sais très Oui, bien. c'est la question de la promotion. Voilà, en fait. la question de la promotion. La question de la promo, en fait. Tous les artistes, évidemment, ils viennent faire leur promo. Donc voilà, vous êtes gentil avec eux, machin. Et oui. Bon, voilà. Et du Mais coup, parce est-ce que que- c'est encore du journalisme? C'est du journalisme dans la mesure où on les interroge. Dans la mesure où, en fait, de toute façon, Thomas Dutronc, je ne l'aurais pas reçu en dehors de le cadre de sa promotion pour Jazz in Marciac. Donc de toute manière, quand je parle avec Thomas Dutronc du jazz, et puis quel est mon intérêt de parler avec Thomas Dutronc de sa mère, de son père, des problèmes relationnels entre sa mère et son père? En fait, je fais pas du people. Donc si j'étais journaliste people, j'irais là-dedans, évidemment, parce que je serais affilié au département people. Si Thomas Dutronc avait des ennuis avec la justice, je serais au pôle judiciaire avec pôle culturel et judiciaire, et je le questionnerais sur ça. Mais là on est à la fringale culturelle, et la fringale culturelle, ça a une ADN. L'ADN, c'est la rencontre, la rencontre, mais plutôt évidemment dans un cadre bienveillant. À partir du moment où on prend une séance photo avec eux, c'est pas pour les humilier ou les nuire, c'est pour justement les mettre en valeur. Donc quand on est à la fringale culturelle, on sait pertinemment qu'on est qu'on est sur un terrain de valorisation. Donc oui, je suis journaliste, et ma manière de pratiquer le journalisme aujourd'hui, c'est celle-ci, parce que je réponds à ma charte, en fait, au fonctionnement du média. Maintenant, si demain je change et que je deviens critique, je vais forcément écrire des critiques. Donc peut-être que je vais écrire une critique négative sur le prochain album de Thomas Dutronc, ou sur Thomas Dutronc qui s'est mal comporté sur scène, ou qui a joué faux, ou qui... Donc voilà, donc en fait, le journaliste, c'est varié, quoi. Parce que dans le journalisme, tu as ceux qui investiguent, tu as ceux qui enquêtent, tu as ceux qui écrivent des critiques, tu as ceux qui font des interviews, et puis tu as aussi ceux qui écrivent, ça c'est un autre niveau de journalisme, c'est parfois plus haut, des éditos. Un édito, c'est une opinion. Et l'opinion fait partie du travail journalistique. Il est normal dans un journal d'avoir, on commence toujours par un édito. L'édito de Christophe, généralement, il est bienveillant. Mais par exemple, Christophe va je ne sais plus quel est le dernier, Christophe va vous parler de quelque chose toujours en lien avec le moment présent. Donc par exemple, quand il y a quelque chose en 2024, il y avait par exemple les salles de cinéma qui se désemplissaient. À un moment donné, je me souviens, il avait écrit un édito où il avait un peu parti pris sur l'importance d'aller au cinéma, ou voilà, d'encourager les gens en tout cas à aller au cinéma. Mais donc un édito, c'est une opinion, donc quoi qu'il en soit, l'opinion du journaliste ressort. Donc son opinion, alors quand c'est politique, l'opinion politique ressort, et quand c'est culturel, une opinion sur la fréquentation des salles de cinéma ressort. Voilà. Mais en fait, le journaliste, c'est très varié, vraiment. Et puis après, tu as les journalistes à la Tintin qui vont dans les pays voilà, reporters de guerre. Et c'est les plus vaillants d'entre nous, c'est les plus courageux quand même aussi. Et j'en parle parce que je pense qu'il est important d'en parler aujourd'hui, au vu de ce qui se passe dans le monde. Et là, il faut rappeler que tu as un édito dans le carnet aussi, dans chaque numéro. Le carnet, oui, parce que je m'amuse. Pour le coup, voilà, j'avais envie d'ouvrir un peu ça, de prendre davantage ma plume. Et là, il est vrai que je prends un peu plus de position, parce que je parle de société, de politique. Par exemple, l'édito que j'écris en ce moment pour vendredi, c'est sur je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais hier, il y a la cathédrale d'Ométrion, je crois. Elle s'appelle comme ça, à Kiev, qui a été touchée par un drone russe, alors qu'elle est quand même protégée au patrimoine mondial de l'UNESCO, que c'est un trésor de l'architecture orthodoxe. Et il est vrai que là, je vais écrire un édito sur ça, parce que la dernière fois quand même que cette cathédrale a été touchée, c'est par les nazis. Donc je trouve le parallèle assez intéressant quand même de voir que un homme qui envoie des drones, parce qu'aujourd'hui quand on envoie des drones, on sait les localiser. Hein. Je veux dire, à moins vraiment, il faut vraiment une marge d'erreur énorme pour alors moins que ça soit réglé par une IA, mais que l'IA soit elle-même mal réglée. Enfin, je veux dire, qu'on puisse aller toucher un bâtiment comme celui-ci dans une guerre qui est déjà de base injuste, qui est cruelle, moi ça me pose problème. Donc effectivement, là je prends position.
dans le carnet de la fringale culturelle parce que c'est une actualité chaude et que je trouve qu'il faut en parler. Voilà. Et ça s'inscrit toujours, par contre, excuse-moi, oui, vas-y. dans le secteur culturel. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de la guerre autre, mais là, ça s'inscrit dans le contexte de la guerre en Ukraine et ça touche le patrimoine. Et d'autant plus qu'après recherche, la Russie a déjà pas mal saccagé de musées, d'églises à travers l'Ukraine, de cathédrales. La ville de Mariupol, c'est une catastrophe. Odessa, qui est un peu le petit Saint-Pétersbourg de l'Ukraine, c'est une catastrophe aussi. Le théâtre national d'Odessa a été déjà touché 2 fois. Donc là, on est dans quelque chose de terrible. Et puis les musées, parce qu'il y a de nombreux musées qui n'ont pas pu protéger leurs œuvres. Et en fait, la Russie pratique la spoliation d'œuvres d'art. Ce qui est en fait une humiliation pour une nation, pour un pays. Et c'est le pire de la guerre en fait. Parce que là vraiment sur ce terrain en Ukraine, on a le pire du pire. Donc quand on est dans la culture, comme moi je suis attaché à la culture, je suis donc attaché au patrimoine, au fait de préserver le patrimoine, parce que c'est pas quelque chose de non essentiel ou de futile. Je veux vraiment le rappeler, le patrimoine est essentiel. Le patrimoine culturel, immatériel et matériel est quelque chose d'absolument important. Voilà, donc là je prends ma plume et j'écris effectivement un édito. Tout à fait, écoute, on est un peu sans lire ça. Je te l'enverrai. Et alors oui, jusqu'à présent on était plutôt dans le texte là, parce qu'effectivement, majoritairement dans la fringale culturelle c'est des interviews, après il y a l'édito de Christophe, après il y a des reportages parfois de temps en temps que tu fais. Il y a des reportages, il y a des chroniques. Des chroniques dont moi et puis quelques collègues. Voilà. Donc moi j'ai la chance d'avoir mon bloc-notes dans chaque numéro. Une page de BD, voilà, une page de BD aussi, qui clôture, c'est un jeune artiste qui... Alors ça s'appelle Mes papas et moi, en fait c'est un couple homosexuel et qui raconte ses aventures de papa. C'est même plus d'une page, non, c'est deux pages. C'est deux pages. Parfois 4, parfois je suis généreux, j'en offre 4. Ouais. Et donc il y a tout ça. Alors avec la BD, on va déjà un petit peu dans l'image, parce qu'il faut aussi dire un mot en plus du texte, de la place, de l'image dans le magazine, et en particulier de la photographie. C'est quand même vraiment, c'est dans l'ADN, comme on dit, du magazine. Donc il y a toute une équipe de photographes, souvent des séances photos originales, ce que vous exigez. Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Enfin, toujours pas. Tom Cruise, c'est compliqué. Non, Tom Cruise, c'était une image. Voilà. N'ayant pas eu Tom Cruise en interview, de toute façon, je n'ai pas rencontré Tom Cruise. Voilà. Mais là, dans 99% des cas, vous exigez une séance photo originale. Absolument. Et on est terrible avec les validations photos parce que on leur dit souvent, c'est pas un choix que vous aimez, il me faut un choix large, donc il me faut minimum 10 photos. Sachant que le photographe lui en propose quand même une 40aine en validation, donc c'est quand même assez généreux aussi. Et la photographie est très importante parce que l'image est importante. Mais l'image est importante partout en fait, sur Instagram, sur Facebook. En fait aujourd'hui on est abreuvé d'images. Et d'ailleurs on s'informe parfois que par l'image, si on regarde bien. Donc les graphiques, etc., c'est de l'image. Et la photographie, moi j'y tiens énormément. C'est un art qui est absolument essentiel. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, de toute façon, en 2025, 2026, 2027, faire un magazine comme celui-ci, c'est un peu, je me permets de le dire avec un peu d'orgueil, c'est un peu quand même une prouesse et c'est audacieux. Tu sais que je vais vous raconter une anecdote. Télé 7 jours a été racheté par Bauer, qui est un groupe allemand. Télé 7 jours, en étant racheté, a considéré, et je dis ça en défendant mes collègues de Télé 7 jours, c'est pas pour cracher sur Télé 7 jours, mais Télé 7 jours avait réussi ces dernières années à sortir des superbes covers de magazines originales, en fait. Figurez-vous que Bauer a décidé que pour faire des économies en rachetant Télé 7 jours, ils ont supprimé la partie iconographique. Donc il n'y a plus de personnes à l'iconographie, et donc en fait les photographes ont perdu leur job. Et moi, mon photographe qui a pris Thomas Dutronc, c'est Patrick Fou, qui est très connu. Il a souvent travaillé avec Télé 7 jours, et il m'en a parlé de comment ça s'est passé, et ça a été extrêmement violent. Et il est vrai que... au revoir Thibaut. Je sais que t'as un train. Et le truc, c'est que du coup, pardonnez-moi, j'ai un peu parlé du film, mais ça va revenir. Et en fait, il m'en a parlé de l'intérieur et il m'a dit, mais tu imagines qu'ils vont même pas acheter des photos en agence parce que
on peut aussi acheter des photos qui ont déjà été faites en agence pour les utiliser pour sa couverture. C'est pas le cas chez moi, mais c'est le cas dans la presse en général. Et en fait, même ça, ils ne vont plus le faire. C'est-à-dire qu'ils demandent aux attachés de presse, qu'ils demandent aux gens qui sont en lien avec le monde artistique et culturel, de leur fournir les photos libres de droit. Donc, ça, une perte d'argent pour les photographes, une perte d'argent pour les agences, des emplois en moins à Télé 7 jours, et c'est pas une question d'économie, hein, parce que en réalité, c'est juste une question de toujours plus sur le plan financier. Et j'admets que pour moi, ce soir, c'est important d'en parler aussi, parce que malheureusement, toutes ces professions, journalistes, écrivains, photographes, sont aussi menacées par des décideurs qui, en fait, ne connaissent pas grand-chose du travail concerné. Et ça, c'est un très, très gros problème. Et malheureusement, c'est le cas dans beaucoup de médias, en fait. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est pas être contre l'intelligence artificielle, parce que ça, être contre, c'est facile. L'intelligence artificielle, c'est un outil. Mais c'est un outil qu'il faut utiliser avec intelligence et responsabilité et éthique. Et en ce moment, faire comprendre le sens de l'éthique autour de l'intelligence artificielle, c'est difficile. Et c'est le pape, là, qui a sorti notamment l'encyclique, je crois, qui d'ailleurs marche très bien en librairie, d'après ce que j'ai compris, qui a parlé du bras armé humain. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ça, ça a un lien avec la photographie, à savoir que, en fait, on est en train d'effacer ou d'essayer d'effacer des professions, mais sans justification, si ce n'est celle de simplement ne pas vouloir dépenser d'argent. Et c'est pas une question économique au sens strict du terme, parce que quand un groupe comme Bauer rachète Télé 7 jours, c'est qu'ils ont les moyens de le racheter. Donc s'ils ont les moyens de le racheter, ils ont les moyens de pouvoir en faire quelque chose. Et beaucoup de journalistes ont été licenciés aussi après le rachat, et notamment des journalistes dans le cinéma qui faisaient des critiques, des interviews. J'en connais certains. Et je pense que c'est important aussi ce soir d'en parler, parce que on se connaît un peu tous en tant que journaliste, et on se parle tous. Et dans les groupes, par moment, pardonnez-moi, il y a des groupes, il y a des coupes, qui sont pas totalement justifiées. Voilà. Donc, pour revenir à l'importance de la photographie dans le magazine, voilà, c'est vraiment partie intégrante. C'est ce qui fait que c'est aussi un bel objet, quoi, justement. Quand vous avez quand même Thomas Dutronc, il l'a travaillé. Alors, Patrick m'a expliqué, il m'a dit, je l'ai travaillé un peu comme à la manière d'un polar, en fait. C'est vrai que c'est très sombre, et c'est parce qu'en fait, ce matin-là, alors c'était le 11 mai cette année, il pleuvait, il faisait pas beau en plus. Il est arrivé, il était habillé tout en noir avec ses lunettes. Et moi, j'avais fait la blague, en fait. J'ai dit, mais tu vois quelque chose? Parce qu'il fait déjà tellement gris dehors que... Et en fait, lui, il m'a dit, ouais, moi j'ai l'habitude d'avoir toujours mes lunettes, un peu comme Anna Wintour, la rédactrice en chef, vous savez, de Vogue, qui a toujours ses lunettes. Alors que tu te dis, mais comment elle fait pour voir des défilés alors que la salle est plongée dans le noir quand même? Donc bon, voilà, c'est sa marque de fabrique, Thomas Dutronc aussi. Et en fait, du coup, Patrick a relevé ma réflexion. Il m'a dit, tiens, je vais le faire un peu à la manière d'un polar, à la manière un peu sombre. Et en réalité, la photographie, c'est ça, c'est un art. C'est-à-dire que l'art, d'aller chercher une représentation chez la personne que tu vas photographier. Et chez Julien, il était un peu coincé lors de la séance photo, parce que Julien, il est un peu coincé, il a du mal avec les séances photo. Et à un moment donné, on n'arrivait vraiment pas, on a passé 1 heure sur la séance photo, en studio, on n'arrivait vraiment pas à avoir une photo qui faisait cover, ou alors on avait des portraits d'auteurs très classiques, qu'on voit souvent sur les campagnes de pub en fait, mais moi je voulais pas une campagne de pub, je voulais quelque chose de plus fort. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée, avec Patrick toujours, parce que c'est Patrick, j'ai eu l'idée de lui dire, tiens, on va te décoincer et tu vas me chiffonner une feuille et avec beaucoup de force, et je te veux déterminer, je lui avais dit. Et surtout que son sujet, c'était sur les violences faites aux femmes. Donc je trouvais intéressant justement d'avoir un air déterminé et volontaire, téméraire en fait. Ah oui, donc c'est toi qui es à l'origine de l'idée là. Oui, absolument. Mais en fait, souvent, soit c'est moi, soit c'est Christophe. Mais alors parfois, on travaille des mood boards en avance et finalement, on part dans une autre direction selon la personnalité qu'on a aussi devant nous. Là encore, c'est une rencontre. Mais par contre, tout doit se faire dans un temps parfois très limité, parce que Julien, je
je l'avais pendant 2h30, donc c'était bon. Thomas Dutronc, je l'avais pendant 45 minutes. Donc Thomas, il fallait aller très 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 vite. Donc voilà, mais c'est vrai que Julien, je voulais vraiment quelque chose de très fort. Ouais, donc effectivement, écrire avec puissance, hein, ça va Oui, bien avec absolument. Parce qu'il nous l'a dit, en fait, à un moment donné, pendant l'entrevue, en fait, quand il nous parlait, il revenait sans cesse sur ce mot. Et donc, je me suis dit, il revient quand même sans cesse dessus. Donc, mais tu sais, il ne revenait pas avec... il avait une conviction en lui, mais toujours très, très effacée, parce que Julien, il est comme ça, c'est sa personnalité. Mais malgré tout, il a quand même une détermination en lui, il est quand même assez engagé. Et il y a des artistes aussi qui sont plus ou moins à l'aise avec les séances photos. Je pense que ceux qui sont dans le cinéma, qui sont dans l'image, par définition, ils sont plus à l'aise. Par contre, ils sont compliqués. Ah bon, mais peut-être plus compliqué à gérer parfois. Enfin, je sais pas. On s'imagine que pour un écrivain, c'est peut-être plus compliqué. Non, l'écrivain, c'est compliqué pour poser. Le comédien, c'est poser, mais le problème du comédien, c'est que n'oubliez pas qu'un comédien, ça se montre dans ses meilleurs jours. Et la problématique avec les comédiens, c'est que tu as maquillage, coiffure, tu as parfois habillage, et alors le comédien, il est très très compliqué. Les comédiennes sont très exigeantes aussi, mais c'est normal parce que les comédiennes ont énormément de pression, et c'est une pression qui se retrouve après durant les séances photo. Donc j'en veux pas non plus aux comédiennes parce que je sais aussi la pression qu'on leur met, mais la pression de l'image, pardon d'avoir ce discours, mais pour les femmes est quand même très forte, et encore aujourd'hui pour les femmes, et les actrices notamment. Il n'y a que Meryl Streep qui, si tu regardes bien aux États-Unis, peut se permettre de montrer quelques rides, par exemple. Alors ça se détend, si je puis dire, un peu. Kate Winslet ouvre le champ, mais est-ce que tu vois beaucoup de films avec Kate Winslet dans des blockbusters? Pas vraiment, en fait. Donc voilà. Et c'est peut-être un choix de sa part, mais je pense aussi, connaissant le milieu du cinéma, qu'il y a encore une grande autorité vis-à-vis de l'image. Voilà, une pression. Et puisque vous parlez d'anecdotes, dans toutes les séances photos auxquelles tu as assisté, il y en a une ou deux qui t'a particulièrement marqué, soit parce qu'il est vraiment passé quelque chose un peu d'inattendu, ou que la personne était complètement bloquée, puis finalement elle a révélé quelque chose. J'ai Julien Sandra. Julien, j'ai Marc Lavoine chez lui. L'appartement de Marc Lavoine, c'est un bordel, c'est même un bordel créatif, quoi. C'est-à-dire que tu as des feuilles de dessin partout parce qu'il dessine, il est très nerveux, il a un trait très sombre d'ailleurs. J'aimerais beaucoup d'ailleurs, je ne sais pas s'il l'a déjà fait, mais j'aimerais beaucoup qu'il le montre un jour parce que il a quelque chose quand même, Marc Lavoine, mais il est nerveux, il est sombre. Et Marc Lavoine, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué parce que Marc Lavoine, il allait partout, il remuait, il allumait une cigarette. Et en fait, à la fin, il a été extrêmement... il a été très pro en très peu de temps. Mais donc, c'était assez étrange, parce que tu étais vraiment chez lui dans un univers très particulier, très chargé, avec des feuilles de dessin partout, des livres aussi un peu partout. Il y en avait partout sur la table, sur les chaises. Tu te dis, mais comment il fait pour manger, en fait, parce qu'il y en avait tellement partout. J'ai des photos dans le magazine, hein, et vraiment, on lui a demandé de prendre ça en photo. Il nous a dit oui. Et tu verrais, c'est impressionnant, quoi. Et c'est assez marquant, ce genre de séance photo. Quand je vais chez les gens, c'est vrai que c'est marquant. Parce que je reviens sur ce que je vous disais avant, on entre dans leur intimité. Et ça, c'est fascinant, en fait, parce que c'est là où vous vous dites comment c'est chez Marc Lavoine, comment c'est chez Nicoletta, comment c'est chez Vladimir Cosma. Il y a quelque chose de touchant, en fait, de rentrer chez eux. Ah oui, c'est vrai, moi j'avais commencé une série, pour le moment interrompue, mais sur ma chaîne YouTube, dans la bibliothèque 2, où j'essaie de faire visiter la bibliothèque d'une personnalité. J'ai fait Arnaud Vivian, puis Pascal Bruckner, mais pour le moment j'arrive pas à tourner d'autres épisodes, et c'est vrai qu'il y a, c'est la même sensation. C'est passionnant, et j'en reviens aussi à le point de départ, à l'objet en fait. Parce que ce qui reste quand une personne disparaît, c'est ses objets. C'est sa bague préférée, c'est son collier, c'est un tableau, c'est quelque chose qui correspond à la personne. Donc et les objets veulent souvent dire quelque chose d'une personnalité, je trouve. Donc la bibliothèque, effectivement, ça dit quelque chose d'une personnalité. Eh bien, on se dirige tranquillement vers la fin de cet entretien. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez. Hein. Vous pouvez. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à présent, remarques, interventions? Plus que 4. Voilà, donc là, il n'y a pas de problème. Non, bon, écoutez, si vous avez une idée d'ici la fin, n'hésitez pas. Alors, quels sont, on va se projeter un petit peu maintenant,
Quels sont les projets et les perspectives de la fringale culturelle horizon 2026-2027 Premièrement, poursuivre. Poursuivre, oui, c'est quand même le truc, ouais. C'est tout bête, mais quand même. Parce que chaque année, on se dit comment on a fait cette année. Et en fait, voilà, on est toujours là. et on va continuer. Ensuite, le développement, transition numérique encore accélérée. Là, c'est du financement, je ne vous le cache pas. Donc, on repousse les investissements, on y va petit à petit. C'est aussi pour ça qu'on dit aux gens, soutenez-nous, abonnez-vous, achetez des numéros, voilà. Offrez-les, faites tout ce que vous voulez, mais voilà. Et en fait, moi j'aimerais beaucoup créer un podcast. Et j'aimerais beaucoup aussi créer un podcast et vraiment même d'interview. C'est-à-dire que vraiment, vous avez de l'interview en temps réel. Alors ça, pour le coup, c'est pas très gourmand en termes de financement. Non, c'est un micro, un ordinateur et voilà. Quoi. Voilà. Et j'aimerais aussi faire des rencontres, un peu comme on fait là, on fait des rencontres filmées. Parce que justement, il y a des moments à la fringale culturelle qui sont évidemment meilleurs à l'oral qu'à l'écrit. À l'écrit, on essaie de les retranscrire pour vous faire imaginer, mais là c'est votre imagination qui doit fonctionner. Là j'aimerais vraiment du temps réel, et aussi parce que le podcast, ça cartonne le podcast, tout simplement. Et c'est normal parce que le format du podcast est vraiment intéressant. Ça nous vient des États-Unis aussi, mais c'est un format qui est quand même très riche, très intéressant, et je dirais même que le podcast c'est presque la nouvelle radio et la nouvelle télévision en même temps. Parce que la génération qui regarde la télévision, c'est une génération quand même plus âgée, mais la jeune génération adore le podcast, est très gourmand de ça. Et moi, j'ai quand même un problème. Excusez-moi, mais quand tu dis podcast, c'est juste audio, hein, c'est pas avec audio, mais ça peut être audio, vidéo, en fait, les deux mélangés, parce que c'est intéressant. Et aussi parce que quand on a une personnalité comme Thomas Dutronc, c'est aussi intéressant de le voir, mais de le voir interagir, de voir ses réactions, de voir ses mimiques ou son attitude. L'attitude, nous, on ne peut pas la retranscrire. Donc, à l'écrit, on ne peut pas la retranscrire. Parce que Thomas Dutronc, vraiment, je vais vous donner l'anecdote sur Thomas Dutronc qui est géniale. C'est que Thomas Dutronc, il vit en Corse. En fait, avec Jacques, en fait, tout simplement. Et il avait un colis ce jour-là qui arrivait. Sauf que lui, il n'était pas en Corse, il était à Paris avec nous. Il a dit, attends, je prends juste 2 minutes, je fais sur haut-parleur. Je t'assure que c'était extrêmement comique. Thomas Dutronc qui parle avec son facteur et qui fait comprendre au facteur, parce qu'on est en Corse, donc tout le monde se connaît, c'est un petit village, et qui dit au facteur, non mais attends, fais confiance, va au bistrot d'à côté, si le bistrot est fermé, tu vas à l'autre, et si l'autre est fermé, tu vas au bar tabac, et le bar tabac, il le mettra chez moi, il a la clé, il connaît. Donc en fait, le bar tabac de la ville concernée a la clé de la maison de Jacques Dutronc. C'est quand même assez intéressant, et surtout, c'est là où tu te dis, ah ouais, on est loin de Paris quand même, on est vraiment en Corse, dans un petit village. Et puis, bon, il a commencé à parler, et à un moment donné, on l'a regardé, on a fait, il y a le temps là. Et en fait, cette simple anecdote, j'aurais bien voulu qu'on la filme. Parce que c'était vraiment amusant à vivre, tout simplement. Parce que nous, on était en face quand même, on écoutait la conversation avec l'haut-parleur et Thomas Dutronc, et nous, on était comme ça, on se regardait, et on fait, bon, oui. Voilà. Oui, ça fait partie de la rencontre, en fait, la présence physique, matérielle, oui, effectivement, de la personne, quoi. Toutes les... La communication non verbale, la façon dont il se tient, dont il parle, dont il regarde et tout. Et aussi parce que ce qui est intéressant pour moi, c'est que j'ai une cible qui est quand même plus âgée, qui achète du papier. C'est aussi des personnes qui sont souvent en CSP+, on va pas se mentir, parce que ça a un coût, c'est 15 € un magazine, j'en ai parfaitement conscience. Et puis, j'aimerais quand même toucher une plus jeune génération, parce que je pense aussi qu'à un moment donné, il faut l'idée de la transmission, d'être passeur, il faut passer mais au plus large. Oui, moi, mes étudiants de 20 ans, ils me disent qu'ils achètent des vinyles maintenant, donc peut-être qu'ils pourront un jour acheter un magazine, tu vois, rien n'est perdu. Et à l'époque, à l'époque, les vinyles, c'était vraiment perçu que pour des collectionneurs. Je pense pas que tous ceux qui achètent des vinyles aujourd'hui soient que des collectionneurs. Je pense véritablement qu'il y a un retour à l'attache, à l'objet. Et vraiment, je suis positif. Je pense que ça ne disparaîtra jamais. La photographie ne disparaîtrait pas. Mais voilà, soyons attentifs, soyons juste responsables. Non, mais c'est vrai que ça, à chaque fois, on a dit, bon, c'est la célèbre phrase de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, quoi. Ceci tuera cela.
Quand la radio est apparue, on a dit que ça allait tuer le cinéma. Oui. Quand le cinéma est apparu, on a dit que ça allait tuer la photographie. Quand la télévision est apparue, on a dit que ça allait tuer la radio. Puis finalement, tout ça s'accumule, et puis ça cohabite ou ça coexiste. En fait. Ça coexiste, Ouais. et c'est ça qui est merveilleux en fait, c'est que ça coexiste. Donc l'intelligence artificielle par exemple, puisque c'est un vrai débat en ce moment, Ouais. depuis maintenant 3 ans, l'intelligence artificielle doit coexister avec le reste, mais ne pas écraser le reste, ne pas faire disparaître le reste. Mais là j'en reviens à l'éthique et à la responsabilité de chacun. Oui, alors ça, l'intelligence artificielle, c'est encore un autre sujet parce que c'est un changement de structure. C'est pas un changement de médias, c'est un changement d'architecture globale de la civilisation. Donc là, c'est vrai que c'est pas juste une percée technologique. Mais bon, après, ça serait un débat beaucoup plus vaste. Mais justement, je m'en permets, mais je me permets du coup de te poser peut-être une dernière question. Parce que je ne te l'ai pas posé, est-ce qu'il y a un profil type du lecteur de la fringale culturelle? Tu parles de CSP+, donc 40-50 ans, C'est beaucoup de femmes. Et beaucoup de femmes. Oui. Absolument, beaucoup de femmes. Ouais. Et oui, CSP+, généralement c'est quand même plus de 40, ça peut commencer à 35 ans. Alors si j'ai un profil qui est passionnant, c'est quand j'ai une interview d'un star académicien, parce que depuis qu'ils ont relancé la Star Academy, ça cartonne. Et alors, même quand j'ai eu Charles Doré pour son album, qui est vraiment un gamin passionnant, fascinant, et qui est très, on s'attendrit vite quand on leur a une interview d'ailleurs. Et il m'a suffi simplement de mettre en avant Charles Doré pour avoir des adolescents ou des plus jeunes qui achètent le magazine à l'unité. Alors là, je suis quand même très content parce que j'ai 3 pages sur Charles Doré à l'intérieur, et j'ai des gamins qui achètent ça 15 € ou qui demandent à leurs parents d'acheter, parce que je sais que c'est leurs parents qui a acheté dans certains cas. Et je suis vraiment très content parce que je me dis, si ça peut, imaginons, leur permettre d'ouvrir le magazine et de regarder ce qu'il y a un petit peu par curiosité, ne serait-ce une autre page que celle que Charles Doré, c'est déjà réussi, quoi. C'est déjà super. Donc c'est intéressant, et c'est pour ça que je suis intéressé par cet engouement autour du retour de la Star Academy, parce que il y a quelque chose qui se passe, et ça c'est génial. Je suis positif. Vous l'avez remarqué. Écoutez, comme ça, on termine avec une note d'espoir. Voilà. Merci à tous. Et merci à vous tous d'être restés. Merci. D'avoir attentivement écouté. Merci beaucoup. Merci. Et puis donc je rappelle la page Facebook. Pour le moment, il faudrait que je développe Instagram et le reste, mais pour le moment, je n'ai qu'une page Facebook Université Populaire d'Issy les Moulineaux. La chaîne YouTube à mon nom, si vous voulez vous abonner, Henri de Bonvalier, vous avez toutes les vidéos des anciennes conférences et rencontres, et puis d'autres vidéos et podcasts de votre serviteur. L'année prochaine, on parlera de Proust à l'Université Populaire d'Issy les Moulineaux. On fera un séminaire Proust pour rire avec Laure Hillerin, qui a fait cette super anthologie Proust pour rire, tous les textes comiques dans la recherche du temps perdu. Donc on parlera de Proust sous l'angle du comique avec Laure, qui viendra nous voir 2 fois. Et donc, si vous voulez lire quelque chose pendant les vacances, comme je sais que vous êtes tous des auditeurs très studieux, vous pouvez lire cette anthologie. Ça sera notre base de travail pour l'année prochaine, un Proust pour rire, donc en édition de poche, chez Champ, bréviaire jubilatoire à la recherche du temps perdu. Et je vous dévoile en exclusivité l'affiche du séminaire de l'année prochaine, du semestre 1. Eh bien, merci à tous pour cette année. Merci à l'Espace André Chédid. Et puis, très bel été à vous. Merci. Merci.